Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là, merci d'avoir répondu présent dans ces temps un peu bizarres où on ne sait plus si on sort, on ne sait plus si on se regroupe. Merci de porter le masque, on sait à quel point c'est pas forcément agréable. On a fait le choix, nous, avec l'accord du Rocher de Palmer, de ne pas le porter. Et donc on se tient à distance, d'ailleurs je vous tourne un petit peu le dos. Merci en tout cas d'être là, de participer à cette troisième Vulvaventure de l'association Nouveau Cycle. Vous avez dû voir qu'on est une association dynamique puisqu'on est une vingtaine de membres bénévoles, tous avec un très très beau t-shirt. Et avant toute chose, je voulais remercier l'ensemble de l'équipe de l'association. On n'est que des bénévoles et ça fait 1 an et demi qu'on s'active pour parler des sujets dits tabous autour de la sexualité, de la santé féminine, des règles. Ça va être notre sujet ce soir. Et voilà, je voulais vraiment d'abord adresser un grand merci à toute cette équipe bénévole qui a travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines pour faire une magnifique vulve géante ou encore prévoir tous les ateliers, cette rencontre. Donc déjà, je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Je voudrais aussi avant tout remercier le Rocher de Palmer qui nous accueille avec une grande gentillesse, une grande ouverture. Vraiment, on a été super bien accueillis. Il s'avère qu'on devait faire un festival, vous en avez peut-être entendu parler. Ce week-end, ça devait être notre grand festival Ragnagna Party. Vous inquiétez pas, on le fera. On est décidé, on le fera. La seule chose, c'est que pour l'instant, c'est un peu incertain en termes de date, mais 2021, il y aura Ragnagna Party avec de l'humour, des concerts, des ateliers, on fera des culottes de règles, des moulages de vulve. Enfin bref, on va bien s'amuser. Et ce sera ici. Donc on a déjà posé plusieurs dates et on attend juste de voir ce que ce petit virus compte nous amener. Donc voilà, donc on espère qu'on vous retrouvera à ce moment-là et on remercie le Rocher de nous accueillir. Et avant de vous présenter nos magnifiques intervenantes, je voulais aussi remercier Lucie, que vous voyez s'activer au fond de la salle et qui pendant tout l'événement, toute la soirée, va dessiner, inspirée par ce que nous allons dire. Et vous verrez progressivement ces dessins, ces traits apparaître derrière nous. Merci Lucie d'être présente et de jouer le jeu. On peut aussi l'applaudir d'ailleurs. Et vous verrez, on aura une petite surprise à la fin, je vous en dis pas plus, avec Daitoa. Vous verrez un petit peu ce qui se passe. Mais ça va être une soirée remplie de surprises. Donc c'est parti, flux malvenu, on va en parler avec vous 6. Et donc je vais te donner la parole à toi. Bonsoir Mélanie. Bonjour, bonsoir. En fait il fait nuit donc je dis bonsoir, mais c'est encore bonjour. Mélanie, merci d'être venue nous voir. Je vais te laisser te présenter en quelques mots. Tu peux prendre un petit micro. Bonsoir, merci de m'avoir conviée surtout. Je suis Mélanie Mello, je suis réalisatrice du film Première Lune, qui est un film sur les célébrations et les rites de passage associés aux premières règles en Occident et tout autour de la planète. On aura la chance de découvrir des premières images issues de ta campagne de crowdfunding pour lancer le film. C'est ça, tout à fait. On est impatients. Merci beaucoup Mélanie d'être là. Je vais passer la parole à Amélie Laurent. Bonjour et merci d'être là. Je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, merci Sarah. Donc Amélie Laurent, moi je suis intervenante en éducation relationnelle, affective et sexuelle depuis 10 ans dans les établissements scolaires et en milieu associatif. Je suis aussi formatrice pour les éducateurs sur ces thématiques. Je viens de finir ma formation de conseillère conjugale et familiale et je suis ambassadrice Kiffe ton cycle, formée par Gaëlle Baldassari. Merci beaucoup, tu nous en diras plus. Je pense que vous êtes pas mal à connaître Kiffe ton cycle, mais peut-être qu'on aura besoin de reclarifier aussi ce que vous y faites. Merci beaucoup. On ne te présente plus, Aline, hein. On t'invite à chaque Vulvaventure. Normal, tu es une de nos cofondatrices et qu'on appelle affectueusement Dr Ménix. Et tu nous parles toujours de plein de choses, de clitoris, de cycle, etc. Et tu es un puits de science, je te laisse te présenter. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de faire partie de Nouveau Cycle. Donc moi je suis Aline Ménix, je suis principalement conseillère en symptothermie, donc c'est une méthode d'observation du cycle qui se base sur les signes de fertilité de la femme et qui permet de déterminer les périodes fertiles, infertiles et aussi la santé du cycle. Du coup j'accompagne les femmes et les couples à mieux comprendre le cycle féminin en fonction de leurs objectifs de vie. Merci Aline, et tu nous en diras plus sur la symptothermie qui est un long mot qui fait un peu peur mais qui en fait permet beaucoup de choses. Super, merci beaucoup Aline. Je laisse passer la parole à Violaine à tes côtés. Merci Violaine.
de venir pour la première fois nous rencontrer. Je te laisse te présenter en quelques mots. Donc bonsoir à tous, Violaine Ball, je suis sage-femme, j'exerce actuellement en protection maternelle et infantile, donc j'ai deux casquettes, une où j'accompagne les parents autour de la parentalité, que ce soit en prénatal, en préconceptionnel, même si je commence par là, postnatal, et j'interviens aussi en milieu scolaire, donc sur tout ce qui est action à la vie affective et sexuelle, toujours en binôme avec une infirmière. Voilà. Et d'ailleurs, ton binôme est à côté de toi. On va Mon laisser ancien binôme, parce que j'ai changé de secteur, mais... Mais en tout cas, a priori, vous êtes très complices. Myriam, je vais te laisser te présenter. On t'avait déjà reçu sur la soirée Bonjour et Bonsoir sur les sexualités. Je te laisse nous raconter un peu ce que tu fais. Ok. Donc bonsoir à tous et merci en tout cas pour l'invitation. Ravie d'être là pour rencontrer, comme on disait tout à l'heure, de nouvelles personnes. Donc moi, je suis infirmière, je travaille pour le département. Je travaille donc dans les actions de santé sexuelle. Sur le centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles à Bordeaux et également centre de planification pour aborder avec les jeunes qui le souhaitent la contraception et tout ce qui tourne autour de la sexualité et notamment la prévention et l'éducation à la vie affective et sexuelle avec des collègues sages-femmes aussi. Et tu étais venue la dernière fois avec un petit cadeau, une petite présentation. Oui, c'est vrai. Donc avec Violaine, justement, on a créé un puzzle 3D des organes génitaux féminins qui permet en fait de mieux comprendre comment on est faite au niveau de notre sexe pour aborder le fonctionnement des organes génitaux internes et externes. Et là, on est sur le prototype masculin. Donc on a hâte. Merci beaucoup et nous aussi on a hâte puisqu'en plus c'est un des sujets qu'on a envie d'aborder, les masculinités, et donc peut-être que ce sera l'occasion de venir le présenter. Tout à fait. Et enfin Clara Vier qui a aussi fait partie de l'équipe de Nouveau Cycle et qui est maintenant très engagée avec Règles élémentaires. Vous avez peut-être vu la boîte à l'entrée, je te laisse te présenter. Donc moi je suis Clara, je suis étudiante en santé publique, promotion de la santé à l'ISPED de Bordeaux et donc responsable de l'antenne Nouvelle-Aquitaine Bordeaux de l'association Règles élémentaires, qui est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. On aura l'occasion de revenir sur ce qu'est la précarité menstruelle et pourquoi c'est important d'en parler. Mais avant toute chose, ce soir on parle de règles. Mais finalement, c'est quoi les règles? Ça sert à quoi? Peut-être que ce serait bien de faire un petit point là-dessus. Qui c'est qui se lance pour parler des règles? Alors, c'est un tabou ou pas? Pas pour moi en tout cas. C'est un truc que je parle facilement, c'est de glaire cervicale et de règles, un peu facile. Oui, j'y vais cash, hein, les règles, c'est quoi? Un peu de physio vraiment théorique. C'est la partie interne, donc dans l'endomètre, la partie interne de l'utérus, qui du coup sous un effet de baisse d'hormones va se détacher et s'écouler à travers le vagin. C'est simplement la fin d'un cycle et du coup le début d'un nouveau. On se regarde parce que nouveau cycle, forcément. Et il y en a plein de nouveaux. Est-ce que peut-être Myriam, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, je rejoins ce qu'a dit Aline de toute façon. Alors juste peut-être pour préciser, parce que des fois c'est pas très clair, mais l'endomètre c'est une couche interne dans l'utérus qui se forme. Et voilà. Alors nous on a d'autres façons de l'expliquer, notamment quand on travaille avec les jeunes. Alors j'explique tout simplement et facilement, même si on y met les mots scientifiques, mais qu'en fait c'est des nids qui se forment parce qu'à la base c'est quand même ça, c'est dans un but de fécondité et que ben voilà, s'il n'y a pas eu, le nid se défait et on en refait un autre pour le prochain cycle. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut... J'adore cette image du nid que j'utilise aussi. Des fois j'utilise la chambre de l'enfant qu'on retête. En fait on prépare la chambre de l'enfant à l'intérieur. Et puis finalement, quand il n'est pas prêt, la femme n'est pas prête, du coup ça se détruit. Et je voulais préciser que les règles, c'est un des saignements qui arrive après une ovulation. On va faire la distinction entre des saignements qui ne suivent pas une ovulation ou autre. C'est important dans la compréhension du cycle parce que du coup c'est vraiment tout un processus du cycle qui a abouti et qui du coup recommence. Et des fois on a des saignements qui ne dépendent pas de ce processus et qui sont indépendants et du coup c'est un cycle qui continue. Sans rentrer dans les détails, c'est juste pour faire une distinction de ce saignement règles qui ne sont pas toujours des règles.
Oui, c'est ce qu'on appelle les vraies règles, entre guillemets, ou les fausses règles. Donc c'est effectivement ce que tu viens de nous expliquer. Merci d'avoir clarifié ce point. Et je voulais aussi qu'on a un point de vigilance. Il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles. Est-ce que quelqu'un peut peut-être clarifier ce que je viens de dire? J'avoue avec toute transparence que c'est pas forcément le plus facile pour moi, mais effectivement de plus en plus je transforme le cycle féminin en cycle menstruel parce que de plus en plus de personnes ne sont pas forcément femmes et ont des saignements, ont des règles, donc je pense que c'est important au fur et à mesure de les inclure, même si spontanément c'est pas ce qui nous vient à l'esprit. Donc moi la première, je tends de plus en plus vers ça et c'est important. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un peu plus que ça. Merci d'avoir clarifié. On a forcément, de notre point de vue, un côté, un regard assez cisgenre, hétéronormé, etc. On tend à vraiment ouvrir ce discours-là. N'hésitez pas, si vous connaissez des assos, des structures qui peuvent nous accompagner en ce sens. On tend à avoir un discours de plus en plus ouvert. Et de moins en moins genré, parce qu'effectivement, notamment sur ces sujets, c'est quand même une difficulté et il peut y avoir des personnes qui sont exclues de ces discours-là et c'est en tout cas quelque chose qu'on ne souhaite pas, c'est d'exclure toutes les formes de sexualité. Voilà, c'était important de le préciser. Alors, on avait noté une question que je trouve assez dure en fait quand on a préparé cette conférence, c'est suis-je moins femme parce que je n'ai pas mes règles ou plus mes règles? Effectivement, il y a pas mal de femmes, notamment dans notre cercle, des personnes qui sont membres de l'asso qui se disent en fait moi je suis pas concernée parce que j'ai pas mes règles. Alors est-ce qu'on est moins femme quand on n'a pas ses règles? Parce qu'on a ce dicton, cette chose qui, quand une jeune fille a ses premières règles, on dit ça y est, tu es une femme. Alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas ses règles? Alors, dernièrement, j'ai vu un documentaire autour de la femme ménopausée, donc qui n'a plus ses règles, mais qui malgré tout a eu ses règles tout au long de sa vie. En tout cas, le regard qu'elle porte pour les différents témoignages que j'ai pu écouter, c'est qu'elles ont cette image de ne plus être femme. Donc, parce que, c'est comme si elles avaient perdu quelque chose, et c'est très compliqué pour elles de vivre cette ménopause, d'autant qu'en plus, on n'en parle pas, comme les règles. Aujourd'hui, je trouve que ça se démocratise malgré tout, lentement, mais sûrement. Mais par contre, la ménopause, l'absence de règles, enfin la fin des règles, on n'en parle pas. Et du coup, c'est une période transitoire qui est très compliquée à vivre également. Donc, voilà, sur le pourquoi on ne se sent pas femme, si on peut échanger sur le sujet, c'est vrai que ça nous permettrait d'aider peut-être des personnes qu'on rencontre. Mélanie, tu souhaites... Ah pardon, je t'en prie, vas-y Amélie. Juste, je vais rebondir par ça. Avec Kiffe ton cycle, justement, même les femmes ménopausées, elles continuent quand même à avoir les différentes énergies du cycle, même en étant ménopausées. Donc voilà, quelque chose qui reste quand même du cycle menstruel. Enfin, nous, c'est les témoignages qu'on a. Ouais. Pour moi, d'un point de vue plus sociétal, je pense qu'il y a une réelle scission qui est créée entre les âges. Et du point de vue de la femme qui est ménopausée, c'est parce qu'on a tendance vraiment à scinder par catégorie en fait les différentes générations, ce qui n'est pas le cas par exemple chez certains peuples racines d'Amérique du Nord, où chaque femme, est, selon n'importe quelle tranche d'âge, est pleinement inclue en fait dans le clan des femmes. Il n'y a pas de coupure en fait. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la ménopause, le terme ménopause, ça a été inventé par l'Occident et c'est une conception qui n'existe absolument pas chez certains peuples racines, qui voient ça plutôt comme une continuité qu'une coupure en fait. Merci de cette précision, c'est super important et intéressant. Peut-être Amélie, je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce que tu as commencé à parler de l'approche de Kiffe ton cycle. Peut-être que c'est le bon moment de nous expliquer ce qu'est Kiffe ton cycle et quelle est l'approche proposée des cycles. Oui, alors c'est un concept qui vient de Gaël Baldassari et qui dit que en fait, le cycle menstruel, c'est comme une vague qui revient. Donc toutes les vagues se succèdent les unes après les autres. Et dans une vie, une femme va avoir quand même ses règles entre 450 et 500 fois. Donc c'est quand même, ça vaut la peine d'en parler.
et que en fait cette vague, soit on boit la tasse et donc on subit, soit on se met de côté et on se met loin, on bloque le cycle et ça ne nous concerne pas, soit on utilise en fait l'énergie de cette vague. Et donc elle, c'est son concept, c'est de se dire que en fait dans un cycle, il y a 4 phases. Alors elle fait la comparaison avec les phases du surf, et en disant qu'à chaque phase correspond donc une position sur sa planche, et que en fait utiliser le cycle menstruel, c'est utiliser les ressources de ces phases, de ces 4 énergies. Donc voilà. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on va essayer de comprendre comment mieux vivre ces règles, mais je trouve que c'était important de le préciser d'ores et déjà. Et je voudrais rebondir maintenant sur, ok, on a compris ce que c'était les règles, mais pourquoi c'est encore tabou? Et alors là, je te donne la parole, Clara. On a préparé un petit quiz qu'on vous propose pour parler des tabous des règles. Oui, alors c'est un extrait d'un quiz qui est proposé dans le cadre d'ateliers pour les scolaires, donc, qui a été créé par l'association réglementaire, j'en reparlerai plus tard. Donc voilà, donc j'ai 3 petites questions pour introduire. Et on a 2 micros dans la salle si des personnes veulent répondre. Peut-être qu'on peut faire lever la main, donc il y a 2 micros qui vont pouvoir circuler dans la salle. Donc j'ai 3 petites questions. Donc la première, c'est une question autour du fait qu'on fait silence sur les règles en n'osant pas toujours les nommer. Donc appeler ça les règles, les menstruations. Est-ce que vous avez des exemples d'expressions qui sont utilisées pour parler des règles? À vous de jouer. Il y en a plein. Levez la main, il y a les micros qui circulent. Oui. Les Anglais ont débarqué. Les Anglais débarquent. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Ah, il y a un exemple ici. Des coquelicots. Ah, je crois que le micro ne fonctionne pas. C'était les coquelicots. Ah, merci. Nous avons la souffleuse. Merci, Julia. Est-ce que vous avez d'autres exemples, d'autres termes qui vous viennent? Les lunes. Les lunes, tout à fait. Bon, on pourra en reparler avec toi, Mélanie. Est-ce qu'il y a d'autres expressions qui vous viennent? Voilà. Ah, gna gna. Les ragnoutes. Les ragnoutes. Le ketchup. Le ketchup. Ouais, en Finlande, on dit c'est la semaine du ketchup. Voilà. En Finlande, on dit que c'est la semaine du ketchup. Voilà. Les Anglaises. Les Anglais. Les ménarques. Les ménarques, ouais. Je crois que c'est le terme pour dire les premières règles, il me semble. Ah, d'accord, ok. Personne. Bon, moi j'en ai plein, du coup j'en ai appris plein grâce à cet atelier. Donc au Royaume-Uni on dit Arsenal joue à domicile. Voilà. Il y en a plus ou moins classe, hein, honnêtement. Avoir le clown qui saigne du nez. Aux États-Unis on dit être tombé dans les mains des communistes. Voilà. Et puis c'est la saison des fraises, les chutes du Niagara et j'en passe. Voilà. Donc ensuite j'ai 2 petites questions, vraies ou faux. La première c'est dans certaines cultures, les jeunes femmes reçoivent une gifle lorsqu'elles ont leurs règles pour la première fois. Vrai ou faux? Si vous pensez que c'est vrai, levez la main. Ok. Si vous pensez que c'est faux, levez la main. Ils n'osent pas dire ça. Et oui, donc c'est vrai, cette coutume, elle existe dans les cultures afghanes, grecques, turques, et elle existe aussi en France. Enfin, elle a existé en France. Donc voilà. ça montre bien quand même le tabou autour de la thématique, je trouve, le coup de se prendre une gifle quand même. Voilà. Et la seconde question, du coup, dans certaines cultures, les femmes ayant leurs règles sont considérées comme impures et ne peuvent pas faire la cuisine. Donc, qui pense que c'est vrai et qui pense que c'est faux? Personne. On a un public averti. Hein. Ouais. Et oui, donc c'est le cas dans certaines régions d'Inde et du Népal. Au Népal, les femmes sont même contraintes à l'exil pendant qu'elles ont leurs règles. C'est la coutume du Chowpatty,
si je le prononce bien. Et je sais même qu'au Japon, les femmes ne peuvent pas être chef sushi, parce que quand elles ont leurs règles, elles auraient leur odorat qui serait modifié, et du coup, elles ne pourraient pas cuisiner des sushis. Voilà. Vas-y, non, je te laisse. Non, je voulais juste préciser que à l'époque du Moyen-Âge, en fait, on utilisait les femmes menstruées pour éradiquer les insectes nuisibles dans les champs en France. Parce qu'on pensait, au-delà de faire tourner la mayonnaise et d'autres choses qui sont assez connues de tous, on utilisait aussi leur pouvoir dans un sens, on va dire, entre guillemets, positif, mais c'est que quand ça arrangeait l'agriculture. Et après, chez les Shipibo d'Amazonie, les femmes menstruées portent malheur pour la chasse. Ils ne doivent surtout pas aller se laver dans la rivière du camp. Elles doivent aller dans une autre aire voisine. Et les hommes qui les chassent, s'ils les croisent pendant leurs règles, leur jettent des pierres dessus. Je te laisse le micro parce que ma question suivante t'était adressée. Merci déjà Clara pour ce petit quiz qui a remis les pendules à l'heure. Et c'est pas une expression pour désigner les règles, les pendules à l'heure. Ça pourrait. Mélanie, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser un film sur les premières règles ? Finalement, généralement, quand on lance un projet, c'est qu'il y a un truc qui nous énerve, des tabous, des choses comme ça. Est-ce que toi, il y avait quelque chose que tu voulais... qu'est-ce qui t'a poussé, en tout cas, à lancer ce projet-là ? Je pense que c'est un peu un cocktail de tout mon parcours. J'ai été photographe je le suis encore, pendant 12 ans avec les femmes. Et j'ai remarqué à quel point les femmes n'avaient pas le temps de vivre leur cycle, leur maternité, que ce soit la naissance ou l'allaitement, tout est programmé et lié en fait au rythme de notre vie. Et j'ai souhaité faire, on va dire, un premier documentaire, parce que c'est vrai que des documentaires sur la naissance, il y en a énormément. Et je souhaitais parler d'abord en fait des premières règles, parce que je me suis dit que prendre le temps de vivre ces cycles, ça commençait jeune, et qu'il fallait vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge à la connaissance de ces cycles, et surtout à respecter et conscientiser chaque étape que l'on vit. Donc il y a quand même un rapport au temps et un rapport au sacré qui guide avant tout mon documentaire, bien au-delà de l'aspect physiologique. C'est pour ça que je cherche, on va dire, les célébrations et le côté positif. Je sélectionne volontairement en fait des ethnies et différentes cultures, même qui ne sont pas des cultures autochtones comme en Rwanda, mais qui respectent pleinement les cycles et les statuts féminins. Voilà. Et après, d'un point de vue personnel, j'ai une jeune fille, j'ai 3 enfants, j'ai une jeune fille donc, qui a 12 ans, qui a eu ses règles pendant le confinement, qui est en plein dans mon projet. Mon projet était déjà en train d'éclore, voilà. Et donc j'avais vraiment envie de lui transmettre par rapport à notre parcours de vie, de prendre le temps de vivre chaque moment de sa féminité, parce que vraiment j'avais remarqué que dans les publicités qu'on m'envoyait, mes amis qui connaissaient mes avis et mes sensibilités, on remarque en fait dans les publicités des protections hygiéniques que, alors mis à part le sang bleu, il y a aussi la notion de ne pas sentir ses règles, que les serviettes soient très minces, d'utiliser des applicateurs parce que le sang il ne faut pas le toucher, donc les tampons avec applicateurs sont venus rappeler ce rapport d'impureté, et il ne faudrait surtout pas toucher notre sexe en train de saigner. Donc ça c'est des éléments qui oui, par contre pour la partie agacement sont réels. Et aussi de devoir toujours être linéaire, pour faire référence à ce que fait Gaëlle, d'être linéaire tout le long du mois pour correspondre en fait à une société où tout va vite, et où la consommation nous pousse à avoir un rythme de vie qui corresponde à cette consommation, et à ne pas ralentir, à ne jamais ralentir, et être toujours aussi efficace. Et voilà, c'est de tous ces petits éléments-là
qu'est née mon envie de film. Et le lien aux autochtones qui, en fait, dans leur cosmologie, font partie du tout. Il n'y a pas de coupure entre eux, la planète, les animaux. Voilà, ils ne font qu'un, et c'était ce que je voulais représenter, c'était cette universalité de nos statuts de femmes avec conscience. Voilà. Merveilleux. Il nous tarde juste de voir ce film, en fait. Depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai juste envie de voir ce film. Ça donne envie à chaque fois que tu en parles. Merci. Je voulais rebondir, tu as parlé de protection hygiénique. Je sais que chez Règles élémentaires, c'est un mot que vous n'utilisez pas. Qu'est-ce que vous utilisez et pourquoi comme terme? On dit protection périodique. Simplement parce que hygiénique, c'est un rapport à l'hygiène. Et directement, ça fait penser que c'est sale ou que c'est pas hygiénique. Très bien. Donc voilà, on dit protection périodique. Je n'utiliserai plus ce terme. Non, mais c'est enfin, il faut le prendre, quoi. C'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit ah mais oui, enfin voilà. On dit quand même serviette hygiénique parce que c'est le mot qui est écrit sur les paquets, etc. Donc voilà. Mais effectivement, il y a peut-être un choix sémantique à faire et des modifications à faire dans notre langage pour sortir aussi de ces tabous. Ça passe aussi par là. C'est un conditionnement en fait, hein, qu'on nous met des petits dans la tête. Hein. C'est incroyable, ouais. Alors, tu parlais d'aborder les règles avec ta fille. Justement, comment on aborde les premières règles avec les jeunes filles? En plus, ça arrive de plus en plus tôt. Comment, je pense que là, on va avoir des regards croisés, ça va être super riche. Peut-être Gaëlle, tu veux commencer sur ton approche? Moi, c'est Amélie. Amélie. Voilà, effectivement, tout vient de Gaëlle. Je n'y arrive plus. Alors, en fait, on fait des ateliers Kiffe tes premières règles, effectivement, pour les jeunes filles, on va dire de 10 à 12 ans. Alors, celle qui est référente à Toulouse, c'est Myriam Benetti, qui est venue avec moi aujourd'hui et qui a fait plein d'ateliers sur Toulouse. Et Kiffe tes premières règles, c'est 2 propositions possibles, soit avec les mamans, donc duo maman-jeune fille, comme ça permet justement un moment de complicité entre la mère et sa fille, et puis après de pouvoir justement continuer à dialoguer à la maison. Ou alors la deuxième proposition, c'est les jeunes filles toutes seules. Alors c'est un atelier qui est interactif, qui est ludique, et qui est très concret. Moi j'y ai participé avec ma filleule, parce que moi je n'ai pas de fille, mais voilà, j'ai emmené ma filleule pour voir. Et c'est vraiment, c'est très pédagogique, il y a plein d'outils. Par exemple, on va leur faire réfléchir sur, par exemple, le flux des règles. Alors, on leur propose plusieurs récipients et elles doivent choisir. Donc, et puis, elles se rendent compte que finalement, les règles, au bout des quelques jours, on remplit juste une tasse à café. Voilà. En fait, tout est très visuel dans ces ateliers. On fait aussi le théâtre des hormones. Donc, chacune joue un petit rôle pour bien comprendre le rôle des hormones. Voilà, donc c'est des ateliers très concrets. Et du coup, quel accueil reçoivent ces ateliers? Qu'est-ce que vous dites ces jeunes filles à l'issue de ces ateliers? Alors pour ces jeunes filles, c'est une découverte. Ah oui, j'ai oublié, on fait aussi toute une présentation justement du matériel périodique. Donc voilà, on leur présente les différentes protections possibles. Et alors ce qui est bien, c'est que après, ça continue à la maison d'échanger, parce que voilà, là c'est un atelier de 2 heures. En 2 heures, on aborde beaucoup de choses, mais il faut continuer à en discuter et d'être accompagné par ses parents ou autres adultes référents, quoi. Et alors, comment ça se passe à l'école? Parce que des fois, ça arrive pour la première fois à l'école. Comment on accompagne ça pour les jeunes filles à l'école? Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, alors c'est vrai que déjà, nous, on intervient d'une manière un peu différente, puisque c'est une fois, dans le cadre de la loi, auprès de jeunes de classe de 3e principalement. Donc bien évidemment ça arrive tardivement au niveau de l'éducation des jeunes filles et des garçons également, parce qu'ils sont extrêmement curieux de savoir comment ça se passe. Quand on sort effectivement le matériel, des protections, ils sont tous surpris de se dire mais c'est quoi, comment ça fonctionne, et donc du coup ça les intéresse. C'est vrai qu'on a un retour assez positif. Ensuite, quand ça arrive la première fois à l'école, j'ai envie de dire, les infirmières scolaires sont quand même très au clair, et en tout cas elles proposent un entretien individuel dès l'entrée en 6e à chaque jeune fille. Donc elles s'entretiennent avec les jeunes filles pour expliquer un petit peu l'arrivée des règles, est-ce que toi tu es déjà réglée, si ça doit arriver à l'école, sache qu'à l'infirmerie tu peux venir. Proposer de mettre dans son sac toujours un petit change pour avoir des vêtements pour pouvoir se changer si on est taché. Voilà, donc il y a vraiment des choses qui sont mises en place au niveau de l'éducation nationale dans les collèges et les lycées. L'infirmière est vraiment ressource pour les jeunes.
Maintenant, dans les ateliers, moi je questionne la place des papas également. J'ai envie de dire, un papa qui est tout seul avec sa fille, comment il peut faire aussi pour accéder à des espaces où il peut aussi aborder ces questions-là, puisque j'ai envie de dire, aujourd'hui, la place du papa dans la famille est très importante dans l'éducation des enfants. Et j'ai envie de... Voilà, nous on a envie de porter ça en tout cas voilà, auprès des hommes en fait. Voilà. Violaine, tu voulais compléter ? Oui, alors je voulais rebondir sur ce que disait Myriam aussi. Étant donné que nous, on intervient dans les collèges, effectivement, et on a des missions prioritaires pour les troisièmes, c'est vrai qu'on les voit un peu tardivement. Et du coup, il y a pas mal d'idées qui se sont déjà préconstruites quand on arrive. Donc nous, notre travail, alors c'est très court, hein, on intervient en général entre 1h30 et 2 heures, mais aborder le cycle, les règles, les premières éjaculations aussi pour les garçons, c'est quelque chose qui est en fait du coup très condensé. Et la majeure partie de notre temps, on s'amuse avec eux à déconstruire en fait tout ce qu'ils ont déjà pu entendre et remettre un peu d'humain, parce qu'effectivement il y a les croyances qui viennent faire cheminer et fantasmer aussi tout ce qu'on se représente de la sexualité à cet âge-là. Et ce qui est très intéressant, parce qu'ils sont... on dit souvent que c'est tabou, alors nous, avec Myriam, on explique très simplement, on leur demande comment ils se sentent avec, par exemple, un sport qu'ils font depuis 3 ans. Ah ben, on est à l'aise. Bon, ben voilà, ben nous, en fait, on est professionnels de la santé, on aborde la sexualité tous les jours, en fait, dans nos consultations, que ce soit avec des jeunes ou des moins jeunes. Donc, à votre avis, comment nous, on se sent ? Et en général, ben, à l'aise. Bon, ben voilà. Donc, c'est normal que vous soyez gênés, mais nous, on va vous accompagner là-dedans pour essayer de comprendre un peu comment chaque corps fonctionne. Et donc, on utilise, je m'arrêterai là après pour laisser la parole, mais avec des schémas très simples, que vous pouvez tous trouver. Nous, on a pris celui-là avec nous, mais en général, c'est vrai qu'on aborde souvent le schéma féminin. Et alors, du coup, ah oui, non, mais on n'est vraiment pas pareil, on n'est vraiment pas pareil. Alors, du coup, je le tourne dans l'autre sens et je leur dis, alors, alors je leur dis, en fait, c'est un peu ça. C'est qu'on est tous des êtres humains, on a tous plus ou moins des organes génitaux pour la plupart, et donc c'est juste que ça s'exprime différemment. En fait, chaque humain a une façon de s'exprimer qui est différente. Et donc du coup, à partir de là, en fait, on repart sur des bases, on va dire, plus ou moins stables, et on peut avancer sur notre Sujet des règles. Ouais, notre sujet abordé sur la journée. Et c'est vraiment chouette parce que du coup, là, c'est comme si on venait d'annuler tout ce qu'ils ont pu se mettre dans la tête pendant pas mal d'années, même s'ils sont tout jeunes. Ah, moi, je rebondis sur ce que dit Violaine, parce que c'est exactement ce qu'on voit dans les établissements scolaires. Alors nous, on va avoir des CM2 aussi et des 6e, voilà. Et en fait, on travaille à partir de leur représentation, parce qu'ils ont des représentations. Alors les filles, elles nous disent « Oh là là, ça va faire mal, oh là là, c'est sale », bon voilà. Donc on travaille à partir de ça. Et effectivement, de revenir au sens, et bien en fait, ça les rassure. On dit, mais en fait, voilà ce qui se passe dans votre corps. Et alors pareil, on a des schémas, on a voilà, des PowerPoint, des choses qui sont un peu animées pour leur montrer. Et en fait, quand on revient au sens, et ben ça rassure. Et donc ça, c'est important en fait. En fait, pour en parler avec des jeunes, il faut juste leur dire, en fait, c'est parce que ça fonctionne comme ça. Et c'est un signe de bonne santé, de fertilité, si un jour tu as envie d'avoir un enfant, voilà. Donc ça me semble important. Merci beaucoup de ce témoignage. Donc on a parlé, oui, effectivement. On a parlé des premières règles à l'école, mais aussi dans la famille. Il y a un autre sujet qu'on avait très envie d'aborder, c'est la question de la précarité menstruelle. On entend de plus en plus parler, mais ça reste quand même aussi un tabou. Est-ce que Clara, tu peux nous expliquer ce qu'est la précarité menstruelle, s'il te plaît ? La précarité menstruelle, c'est le fait que les règles, ça coûte cher. On estime qu'avoir ses règles chaque mois dans la vie d'une femme, ça lui coûtera 8 000 € au cours de sa vie. Donc en protection périodique, en moyens de se soulager, que ce soit bouillotte, médicaments, etc. Que ce soit aussi en sous-vêtements changés, en vêtements changés, en draps changés, parce qu'on se tâche, etc.
Donc ça coûte cher et toutes les femmes n'ont pas les moyens de se payer des protections périodiques tous les mois. On estime que, par exemple, dans le monde, c'est 500 millions de femmes qui vivent en situation de précarité menstruelle. Une femme sur 10 ne pourrait pas avoir accès à des produits de protection périodique dans le monde. Et en France, c'est plus d'1,7 million de femmes qui manqueraient de protection périodique et qui seraient parfois contraintes de choisir entre s'acheter des protections périodiques ou s'acheter à manger en France. Donc c'est un sondage qui a été fait par l'IFOP en mars 2019 qui montrait ce chiffre. Sachant qu'on sait qu'en France, il y a 40% des sans-domicile qui sont des femmes et que la plupart des foyers d'hébergement et des centres d'accueil n'ont pas de stock de protection périodique pour ces femmes, du moins avant la création de l'association Règles élémentaires en novembre 2015, parce que c'est ces centres-là qu'on vise aussi par nos dons. Donc le fait de ne pas avoir assez de protection périodique, de ne pas pouvoir les changer assez souvent, ou même ne pas en avoir du tout, il y a certaines femmes qui optent pour d'autres utilisations. Donc par exemple que ce soit du papier toilette, de l'essuie-tout, des chaussettes, et même dans les prisons, il y a certaines femmes qui utilisent des bouteilles d'eau comme coupe menstruelle parce qu'elles n'ont pas accès à des protections périodiques à des prix abordables. Et du coup, donc, ça peut créer des défauts d'hygiène et qui peut entraîner des conséquences sur la santé, clairement, donc des mangeaisons, des infections, et dans les cas les plus graves, le syndrome du choc toxique, on le sait. Donc voilà, donc ça c'est des conséquences plus physio, et il y a aussi des conséquences mentales, un mal-être, un isolement, et aussi des conséquences sur l'insertion, donc des jeunes filles qui manquent l'école dans certains pays, qui risquent la déscolarisation, et même en France, et aussi des femmes qui ne peuvent pas travailler, etc. Donc c'est pour ça que Tara Euzet-Sermini, qui est la créatrice de Règles élémentaires, donc a fondé l'association en 2015. Et donc l'objectif de l'association, il est double, c'est lutter contre la précarité menstruelle et aussi briser le tabou des règles, parce que finalement la situation de la précarité menstruelle, elle est ici, elle existe parce que les règles sont un tabou aussi, c'est aussi le problème de base. Et donc en fait l'objectif c'est d'inciter des particuliers, des professionnels à installer des points de collecte qu'on coordonne. Et donc l'idée est de collecter des protections périodiques par les boîtes à dons, donc celles que vous avez vues à l'entrée, ou aussi des collectes plus ponctuelles, donc, où là on transmet des kits de communication, etc. Donc on collecte ces produits, ces protections périodiques, qui ensuite sont redistribués à des centres qui sont au contact de femmes en situation de précarité menstruelle. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la collecte d'aujourd'hui, à quoi elle va servir ? Donc la collecte d'aujourd'hui, donc là on a mis à disposition une boîte à dons qui normalement est payante parce que c'est des collectes qui sont faites sur le plus long terme et c'est surtout en fait des institutions qui organisent ces collectes. Et donc là les produits récoltés vont aller dans un centre d'hébergement à Sénon, voilà, qui donc héberge des femmes en situation de précarité et qui n'ont pas accès la plupart à des produits de protection périodique. Voilà. Et on comprend bien que là, l'action de Règles élémentaires, c'est de lever ce tabou et d'amorcer aussi une prise de conscience sur ce sujet. Mais j'imagine qu'il y a aussi une attente un peu plus systémique pour résoudre ces problématiques. Est-ce que l'association œuvre en ce sens ? C'est ça, oui, aussi. Donc, déjà, le fait de communiquer sur le sujet des règles par les réseaux sociaux, faire des tables rondes comme aujourd'hui, etc. En parler dans les médias beaucoup. C'est aussi briser ce tabou-là. Et l'association a mis en place depuis peu un atelier pour les scolaires, du coup, pour rebondir sur la thématique d'avant. Donc, qui vient en fait compléter les programmes de l'éducation nationale et pour revenir parler de ce sujet un peu plus sur le côté tabou. Donc, pourquoi c'est tabou dans notre société aujourd'hui, comment c'est tabou dans d'autres pays, comment c'est tabou dans la publicité où les règles sont bleues, pourquoi on le cache, pourquoi Instagram censure des images des fois de règles. Donc voilà, c'est parler de tous ces sujets-là, un peu plus ludiques, par des quiz comme je vous ai fait tout à l'heure, etc. Et donc c'est pour briser les tabous sur cette population de scolaires. Et il y a aussi des ateliers qui sont organisés pour les femmes bénéficiaires des collectes. Donc on passe par les associations à qui on donne ces dons. Et en fait l'idée c'est d'informer ces femmes sur comment ça marche, parce que des fois elles ne sont même pas au courant de ce qui se passe concrètement d'un point de vue physiologique, et aussi quels sont tous les moyens de protection périodique aujourd'hui et comment on s'en sert en fait.
J'ai envie de m'adresser à vous, Violaine et Myriam. Comment, justement, vous qui travaillez pour une collectivité et intervenant dans les écoles, comment ce sujet de la précarité menstruelle il est pris en charge ou pas dans la collectivité dans laquelle vous travaillez? Est-ce que c'est un sujet qui est en train d'émerger? On a entendu quelques annonces sur justement le fait d'avoir des protections périodiques en milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'état actuel des choses? Moi, je vais parler sur ce que je connais et en tout cas, j'ai envie de dire bravo à cette association, vraiment, parce que du coup, je prends conscience aujourd'hui, c'est quand même incroyable et c'est là où je me questionne et je me dis mais comment c'est possible que je n'avais pas saisi en fait tout ce que tu as pu annoncer et ça met quelque part en colère et je me dis que oui, ce tabou, il est vraiment ancré. Et quand je pense qu'il y a des femmes qui n'ont pas accès à des protections et qui vivent chaque mois une galère avec ça, je me dis mais ça va pas, ça va pas du tout en fait. Donc pour parler au niveau des collèges, c'est vrai que l'infirmière scolaire, elle a des stocks qui sont donnés par l'ARS principalement. Donc une fois que le stock est épuisé, il n'y a plus rien. Donc elles font avec le petit budget qui est alloué à l'infirmerie scolaire. Donc très vite elle est débordée et c'est très compliqué. Donc nous on essaie de venir soutenir ça dans le sens où nous aussi on a des protections dans les centres de planification et donc on peut venir dépanner, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est rien quoi. À côté de ce que j'entends, c'est absolument tout, c'est minime quoi. Tu veux ajouter Alors, du coup, moi, je vais parler plutôt pour le côté adulte, parce que la précarité menstruelle, effectivement, on y est concerné en tant que sage-femme de PMI. Pour rappel, la PMI, c'est un service qui dépend du département, c'est public, on accueille tout le monde, sans condition. Mais du coup, on accueille aussi des publics précaires, des publics qui sont en situation irrégulière sur le territoire, qui n'ont pas de ressources, etc. Et on est confronté à ça. Donc effectivement, moi, là où j'exerce, on a toujours un petit stock effectivement de protection périodique, mais s'il n'y a pas de stock, voilà. Alors la PMI, c'est ce qui est chouette, c'est que du coup, les parents qu'on a rencontrés souvent nous disent « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose que je peux vous ramener ?» Alors on dit « Oui, oui ». Et du coup, voilà, ça tourne aussi comme ça. Voilà, j'ai pas mal de dames qui viennent nous apporter soit des protections, soit des vêtements pour les bébés, des couches, etc. Donc j'ai toujours un petit stock à côté de moi. Merci. Clara, je voulais te poser encore une question. C'est si on a été touché par ce que tu as expliqué, comment on peut agir? Est-ce qu'on peut installer une boîte à dons à son travail ou autre? Comment on fait? Alors il y a toutes les démarches qui sont expliquées sur le site de Règles Élémentaires, donc voilà, règlesélémentaires.com. Donc il y a toutes les démarches à faire sur le site en fait, donc il faut se créer un compte sur l'espace collecte qui est dédié et vous pouvez organiser des collectes sur qu'elles soient ponctuelles, donc plusieurs jours, plusieurs semaines ou même sur le plus long terme. Donc voilà, donc après donc ça dépend. Donc moi je suis responsable de la partie Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Il y a 6 antennes de Règles Élémentaires en France et il y a le siège aussi à Paris qui s'occupe de toute la gestion de toutes les collectes dans toute la France où il n'y a pas d'antenne. Donc là où il y a des antennes, à Bordeaux, c'est surtout moi du coup qui vais chercher les produits récoltés pour les redistribuer dans les associations. Et sinon quand c'est dans d'autres endroits, un peu plus loin de Bordeaux, là l'idée c'est de mettre en relation les organisateurs des collectes et les associations qu'on appelle partenaires ou distributeurs dans notre jargon, qui en fait sont les associations qui sont au contact de ces femmes et qui nous ont fait remonter un besoin ou que nous on va démarcher en leur demandant est-ce que vous avez des besoins, est-ce que vous avez des femmes qui sont dans cette situation et est-ce que vous voulez qu'on vous fasse des dons de produits. Donc bien sûr la quantité des dons dépend des collectes et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à faire des collectes, soit dans leur lycée, collège ou même à leur travail. On peut installer une petite boîte, c'est pas forcément la grande boîte à dons de Règles Élémentaires, ça peut être une collecte sur plusieurs semaines et voilà. Est-ce qu'on peut faire des collectes de lavables et de durables? Bien sûr, on encourage aussi ça et ça c'est vraiment quelque chose qui manque parce qu'en fait la plupart du temps quand on organise des collectes, il y a plein de femmes qui viennent, qui donnent des produits et en fait c'est parce qu'elles sont passées à des protections lavables et qu'elles ont dans leur placard des protections jetables et du coup on récolte énormément de protections jetables. Après bien sûr il y a certaines femmes qui elles préfèrent ça et nous
Et bien évidemment, Oui, et puis même, il y a des femmes dans la rue qui ne peuvent pas avoir de cup, de culottes, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir la diversité. Voilà, la diversité, C'est ça. c'est ok. Quoi. Et c'est ok, et c'est encouragé parce que chacune a le choix d'utiliser Non, ce parce qui que lui convient. quand on connaît une couturière, par exemple, qui sait pas quoi faire de ses journées, ça peut être chouette. Clairement. Et on aimerait travailler ensemble Nouveau Cycle et Règles élémentaires, puisqu'on a Nouveau Cycle, on a été interpellé par une association sportive qui intervient à la prison femmes de Gradignan et qui nous a interpellés sur le fait que les femmes en prison n'ont pas accès à des protections périodiques. Et on est en train de voir comment justement on peut associer nos forces en ce sens pour leur permettre d'accéder à des protections. Alors on est dans une période un peu complexe pour rentrer en prison, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, autant à Règles élémentaires qu'à Nouveau Cycle. Et envoyez-nous plein de bonnes ondes pour qu'on puisse mettre ça en place. Ce serait super. Vraiment encourager tout le monde à organiser ses collectes, surtout en ce temps un peu particulier, parce que pendant le confinement, toutes les collectes grand public ont été stoppées. On a eu une très très grosse pénurie, beaucoup d'associations qui nous envoyaient des mails, on a des besoins, mais nous, on n'avait rien, quoi. Donc voilà, c'était très compliqué. Là, les collectes reprennent au fur et à mesure, les boîtes à dons dans les institutions se remettent en place. D'ailleurs, si vous voulez aller emmener, personnellement des dons, il y a sur le site de Règles élémentaires, il y a une carte en fait interactive avec tous les points de collecte sur Bordeaux. Donc voilà. Merci beaucoup Clara de nous avoir éclairé sur ce point qui nous paraissait très important sur ce temps d'échange autour des règles. Alors on a parlé des tabous, des règles. Maintenant j'aimerais qu'on passe sur une partie un peu plus lumineuse et positive. Comment on vit mieux ces règles ? Là, on va faire un peu le tour de vos bonnes astuces, de vos bonnes pratiques. L'idée, c'est qu'on reparte d'ici avec le moral reboosté et qu'on ait presque hâte d'avoir nos prochaines règles. Qui veut se lancer ? Alors, nous, quand on fait des ateliers Kiffe ton cycle, les femmes repartent en ayant hâte d'avoir leurs règles, justement. Parce qu'en fait, donc il y a 4 phases. Donc la phase préovulatoire, qui est une phase d'énergie, la phase ovulatoire, phase de rayonnement, la phase que Gaëlle appelle dans le tube, donc entre l'ovulation et les règles, ce qui est une phase un peu ambivalente, voilà. Et après, la phase des règles, c'est la phase de repos. Donc là, si vous êtes intéressé, c'est la roue avec les phases du surf, des positions donc sur la planche. Et la phase des règles, voilà, la femme, elle est intuitive, intériorisée, réfléchie, solitaire. C'est un moment de retour sur soi. Et c'est un moment, physiologiquement, de repos. Et en fait, quand on intègre tout ça, les ressources dans chaque phase et dans chaque énergie du cycle, on se dit que le moment des règles, c'est un moment important où le corps, justement, va se reposer. C'est le moment du repli sur soi, c'est le moment de l'intériorisation. Et donc, c'est un moment important parce que ça nous permet, justement, comme tu disais tout à l'heure, d'arrêter d'être toujours dans la performance et dans l'efficacité parce que des fois, le corps, il ne suit plus. Et donc, en fait, c'est aussi une prévention du burn-out. C'est la prévention, voilà, d'un épuisement. Et donc, de réussir à utiliser ce temps des règles comme un temps de ressources où on va se reposer, mettre le corps voilà, au repos, parce que c'est la phase cocooning, et ben on en a besoin, en fait. Voilà. Donc, voilà, c'est important de bien vivre ce temps. Il est aussi positif. Tu veux rajouter quelque chose, Aline ? Pour bien vivre ces règles ? Oui. Je te voyais prendre le micro, donc je me suis dit que tu avais envie d'intervenir. Moi j'ai bien aimé, je crois que c'est toi tout à l'heure qui a dit remettre du sens, réexpliquer en fait, comprendre pourquoi les règles arrivent. Je pense à toutes ces femmes qui ont des cycles irréguliers, qui sont toujours surprises quand ça arrive ou qui du coup sont dans la panique parce qu'elles mettent du temps à arriver. Ça peut être des moments assez angoissants à vivre au quotidien. Ou même s'ils sont très réguliers, puis du coup il y a quelques jours de retard, du coup comprendre ce mécanisme, comprendre quand arrive l'ovulation, et du coup, moi je dis toujours les règles elles sont pas en retard, c'est l'ovulation qui est décalée. Et une fois qu'on sait repérer son ovulation, du coup on n'est plus surprise que les règles arrivent en décalé. Donc c'est voilà, reprendre de la conscience, de la compréhension, du sens, et de la compétence, même c'est être compétente dans la compréhension de son cycle, et y mettre du positif, j'aime beaucoup cette vision aussi. Donc voilà, une fois qu'on sait ce qui se passe, pourquoi ça arrive, quand ça arrive, on commence à repérer les signes. Et c'est toujours plus facile à vivre cette arrivée qui peut des fois surprendre. Je dirais
dirais juste, en fait, c'est une question d'acceptation de cette phase, en fait. Voilà. De ne pas faire comme si elle n'existait pas et qu'il faut rester en performance. Non, elle existe et elle a un sens, cette phase. Et donc, il faut réussir à l'accepter, en fait. Peut-être aussi que ça se joue dans l'espace public. Effectivement, quand une femme est un petit peu moins en forme ou un peu plus chonée, on va dire t'as tes règles comme quelque chose d'extrêmement négatif, mais plutôt peut-être le revoir dans la manière dont on l'accueille aussi dans le collectif, au travail, dans les cercles familiales. Peut-être aussi qu'il y a à faire évoluer aussi les mentalités là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est une question de travailler sur les représentations. Et en fait, tu as tes règles, voilà, et c'est OK, en fait. C'est pas... Voilà. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur le sujet qu'on a expérimenté avec la rencontre avec les jeunes. Et quand on explique dans un groupe, puisque c'est un groupe mixte, garçon-fille de 3e, on essaie de se mettre tous d'accord en disant que les garçons à la fin de cette séance ne diront plus « elle est chiante parce qu'elle a ses règles ». Et donc du coup les filles arrivent à exprimer en fait ce que tu disais tout à l'heure, ça fait mal, on a peur que ça se voit, j'ai peur d'être tachée, je suis fatiguée. Donc oui, on peut avoir aussi ce moment où on n'est pas bien, et ça ne veut pas pour autant dire qu'on a ses règles, parce qu'on peut ne pas être bien sans avoir ses règles. Enfin c'est tout ça, et du coup les garçons donnent du sens aussi, et ça c'est vachement important. Ouais. Non, je sais pas si... Non, j'avais juste envie de partager les rituels et les tantes que font les Touaregs du Mali, qui sont en fait... chez les Touaregs du Mali, il y a des tantes en fait rituelles pendant les menstruations, où les femmes se retrouvent entre elles, puisqu'il faut savoir, d'un point de vue biologique, ça a été, ils sont en train de faire des recherches dessus, mais les femmes, quand elles vivent longtemps entre elles, les cycles se calent les uns sur les autres. Donc très régulièrement, les femmes sont plusieurs à se retrouver menstruées dans le même clan féminin. Et c'est une tente de recueillement, à l'inverse de certaines pratiques qui sont faites pour exclure les femmes. Là, ce sont des tentes en fait qui sont respectées à l'écart des hommes, non pas parce que les femmes font peur avec leur puissance cyclique, mais justement parce qu'elles y vont pour prendre soin d'elles. Et les autres femmes ménopausées, justement, qui n'ont pas leurs règles, sont là pour leur transmettre des sagesses au niveau de la compréhension de leurs émotions. Chez les Touaregs du Mali, ils appellent ça aussi les génies, parce que les femmes portent un voile de tête quand elles ont leurs premières règles, qui n'est pas lié à 100% à la religion, mais plutôt à une protection en fait de l'énergie des autres ou de l'énergie négative. C'est de l'ordre de la superstition. Et en tout cas, ces tantes en fait sont vraiment faites dans un rapport de sororité et de repos et de recueillement et d'acceptation. Et quand les jeunes filles sortent de ces tentes, elles sont parées par les autres femmes, elles sont tressées, elles sont honorées, et le cycle renaît. Et je partageais à mon ami tout à l'heure la sémantique du mot lunatique, qui au jour d'aujourd'hui ne me dérange plus du tout. Avant, j'avais tendance à me dire, oh là là, je change toujours d'émotion, je suis lunatique avant de comprendre mon cycle. Mais oui, je suis lunatique et c'est OK. Donc, Oui, en fait, tu donnes un bel exemple d'une autre tradition, et du coup, ça fait écho à ce que je venais de penser. Oser le dire, en parler avec ses copines, avec notre conjoint, mais même entre filles, dire ouais, j'ai mes règles. Dans l'asso, on fait la météo de nos règles, et si on n'en a pas, on n'en a pas. Et c'est OK juste de dire bah oui, là je les ai pas, comment je me sens. Et ces cercles de femmes qui sont en train d'exister de plus en plus en France aussi, parce que je pense qu'on en a besoin, on a oublié de se connecter entre nous, entre femmes, et de plus en plus, dès qu'on ouvre un tout petit peu d'espace aux femmes pour en parler, eh bien on sent qu'on en a besoin en fait. Et du coup, de ne pas hésiter à rejoindre ces cercles. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a il y a des tentes rouges où c'est beaucoup plus sacré. Il y a des cercles beaucoup plus terre à terre où on est simplement en train d'échanger. Et je pense que ces moments-là, ils sont hyper importants pour se reconnecter à notre cyclicité, à nos forces, et accepter ce sang, parce que vraiment c'est du sang qui coule, et accepter que c'est naturel, que c'est bien et que c'est important que ce soit là. Qu'est-ce qui explique
d'un point de vue biologique qu'on ait comme ça ces fluctuations d'humeur? Concrètement, les hormones, mine de rien, les hormones, c'est des messagers dans notre corps qui ont des différents rôles. Et dans le cycle menstruel, ils vont avoir le rôle de préparer l'endomètre, de préparer la glaire cervicale, de prévenir le cerveau. Mais du coup, c'est des messagers qui jouent aussi sur nos humeurs, sur notre peau, sur nos cheveux, sur notre odorat, on l'a parlé tout à l'heure. Et du coup, il y a une réalité, c'est que nos hormones, elles influencent nos comportements et nos humeurs. Après, moi, j'aime pas trop m'enfermer dans la case on dépend que de nos hormones et tout dépend de ça, parce que je pense que c'est pas vrai. Et je pense que tu pourras plus en parler aussi, cette idée que on en prend conscience, il y a une réalité, et après, c'est à nous de dire, des fois, on est OK avec ça, puis des fois, non, on peut aussi avancer. J'imagine que tu peux... Non, mais tout à fait, le cycle menstruel n'est pas un dictateur. Enfin, c'est une grille de lecture, en fait. Voilà, une grille de lecture pour expliquer certaines choses. Mais ça n'explique pas tout non plus. Voilà. Et d'ailleurs, des fois, il y a des femmes qui ne se retrouvent pas dans les phases. Donc voilà. Et puis par exemple, justement en parlant des règles, ça me vient là en parlant, mais si on ne s'est pas bien reposé et si on n'a pas pris soin de soi pendant le temps des règles, on va rester fatigué tout le cycle et on va traîner un peu ça comme un boulet pendant tout le cycle. Et donc la fatigue finalement elle sera dans toutes les phases. Donc voilà. Oui, je voulais rajouter aussi que nos hormones influencent nos comportements éventuellement dans le cycle, mais il y a aussi notre environnement qui influence sur nos comportements et sur nos hormones. Alors, un exemple tout bête, le confinement. Alors là, on a eu des règles, des cycles complètement anarchiques, irréguliers, où tout le monde se posait la question de se dire « Oh là là », mais un événement de vie qui peut être traumatisant ou en tout cas qui nous a soumis à un stress ou une émotion intense en tout cas, va influencer sur un cycle et peut influencer sur un cycle. Et on est très à même d'être influençable dans ce sens, et je pense qu'il faut juste en avoir conscience et se dire c'est pas grave, c'était émotionnellement tellement intense que effectivement ça a eu des répercussions sur mon corps, mais c'est pas forcément quelque chose qui est grave. Complètement. Et j'aimerais juste mettre un tout petit point de vigilance, parce que du coup des fois les hormones elles vont pas bien et il y a des moments où vraiment ça ne va pas. Et je pense que c'est une grande force d'en avoir conscience et de se dire ok, les hormones elles jouent, l'environnement joue, mais il y a des fois, il y a peut-être vraiment quelque chose à faire en termes médicaux et de se dire là c'est trop, et il faut peut-être aller vérifier que ça aille bien. Sans rentrer dans le détail de la santé, mais d'avoir cette point de vigilance en disant ok, là j'écoute, je le vis, mais là c'est trop lourd pour moi. D'un point de vue culturel, j'aime bien justement parce que c'est génial la diversité des propos et des connaissances scientifiques en parallèle des cultures. Pour revenir encore aux Touaregs et conclure là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que dans leur perception à eux, c'est l'inverse en fait. Ce sont nos comportements et nos émotions qui influent sur nos hormones. Donc finalement, ça rejoint aussi un petit peu ce que tu dis, puisque pour eux, une femme qui est aménorrhée ou qui a des cycles très minces ou très faibles, des flux, pas des cycles, ce sont des femmes par exemple qui ne se connecteraient pas assez à leur sexualité, ne leur laisseraient pas assez de place, et ce sont des sages hommes et femmes qui prennent ce type de message, ou des femmes qui ont des flux très abondants, sont des femmes très passionnelles et qui justement n'arrivent pas à canaliser cet élan passionnel de la vie et de la sexualité. Donc j'aime aussi cette perception complémentaire à ce que tu dis. Tu viens de me faire une transition parfaite pour ma question suivante qui était et le sexe pendant les règles. Qui s'y colle à cette question? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez des astuces? Alors, le temps que vous réfléchissiez à qui prend la parole, on avait fait une émission de radio sur ce sujet, et sur les règles, et on avait fait un micro-trottoir, et on avait demandé le sexe pendant les règles, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y avait un jeune homme donc c'était un micro-trottoir, et il nous dit c'est salissant, mais c'est pas sale. Je vous partage ce témoignage qui m'avait marqué il y a quelques années. Ça vous a laissé le temps de me passer le micro.
Oui, alors moi je pense que tout vient de la subjectivité de chaque individu. Il y en a qui vont se sentir à l'aise avec ça et d'autres pas du tout parce que le sang, parce que c'est rouge, parce que ça représente des choses peut-être qui font remonter à autre chose. Mais c'est pas grave, je crois que le tout c'est quand même de se poser la question de comment on se sent avec, mais pour chacun. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et ceux qui ont envie, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de risque, en tout cas, il faut insister là-dessus, il n'y a pas de risque à avoir des rapports durant les règles, voilà, si les partenaires sont OK avec ça. Et je crois qu'on est quand même dans une ère où on aborde plus facilement cette thématique, alors même si on dit que c'est tabou, on a quand même remarqué, nous, dans les collèges et les lycées, et notamment au lycée, parce que du coup on voit vraiment les jeunes qu'on a pu voir sur la période collège et où on intervient au lycée, en fait, qui ont beaucoup plus de facilité à dire oui, enfin, notamment les filles, j'ai mes règles. Alors qu'avant, on était effectivement sur des expressions pour masquer un peu le phénomène. Et on sent vraiment cette phase de maturation. Et je crois que du coup, quand on est à l'aise avec quelque chose et que c'est quelque chose qui nous fait moins peur, on a beaucoup moins d'appréhension aussi, et notamment dans la sexualité et les règles. Merci. Tu voulais compléter, Aline ? Je voudrais juste rebondir sur le fait qu'il n'y a aucun risque. Il y a quand même quelques théories comme quoi, en cas d'endométriose, il y aurait justement des reflux et ça reste des théories avec quelques études qui en parlent. Donc je ne peux pas l'affirmer à 100% bien sûr, mais d'être vigilant les jours de flux très abondants pour éviter en cas d'endométriose par exemple. Après, a contrario, on entend dire aussi que en cas de douleur, de grosse douleur, l'orgasme serait un excellent remède. Tout à fait. Après, c'est pas pour la même logique, parce que l'orgasme va entraîner un fonctionnement hormonal qui va aider à la douleur, qui est complètement juste. Pour le cas de l'endométriose, c'est l'idée que la théorie, les cellules, le sang remonterait et que le rapport faciliterait ça. Donc voilà, c'est juste pour préciser, moi j'ai pas forcément d'infos plus précises. Dans l'endométriose, la problématique entre guillemets qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas le mécanisme à 100%. Donc c'est parfois des suppositions, même si elles sont certainement vraies, probablement. Mais il y a aussi des distinctions dans l'endométriose, parce qu'il y a des endométrioses sévères, non sévères. Et voilà, moi je pense que ce qui doit alerter en tout cas, c'est effectivement que quand on décide d'avoir des rapports sexuels, c'est pour se procurer du plaisir mutuellement, et s'il n'y en a pas, ça sert à rien. C'est une bonne base. Bon, on va peut-être, tant qu'on en est au rappel, on a évoqué l'endométriose, juste en quelques mots expliquer ce qu'est l'endométriose. Peut-être Violaine ? Je ne suis pas une experte endométriose, mais l'idée c'est que donc, les cellules de l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus, vont aller migrer à d'autres endroits que l'utérus, sauf qu'elles continuent à vivre comme des cellules de l'utérus et du coup pendant les périodes de saignement, elles se mettent à saigner et peuvent en fonction des femmes entraîner des douleurs très graves, mais pas que des douleurs, il peut y avoir des conséquences importantes ou pas. En fait, il y a des cas d'endométriose tellement variés, mais l'idée de base c'est qu'il y a des cellules de l'endomètre qui vont se déplacer à différents endroits du corps. Et en général, ça peut aller partout. Au niveau de l'endométriose, alors c'est variable d'une femme à l'autre. Ça se manifeste. Alors il y a des dames qui ont de l'endométriose mais qui ne le savent pas, et en fait c'est arrivé sur des parcours de désir d'enfant qu'on le découvre. Mais ça migre en fait un peu partout au niveau du péritoine, au niveau des organes adjacents, et donc on peut avoir vraiment des effets secondaires liés à ces... en fait, c'est comme des petites cellules qui migrent à un endroit, et effectivement, quand les règles arrivent, elles viennent se réactiver, ça fait une inflammation à cette base-là, et donc ça peut expliquer des effets secondaires qu'on peut avoir, notamment au niveau urinaire, au niveau des selles,
de la respiration s'il y en a au niveau du diaphragme. Bon, enfin voilà, mais ça dépend vraiment de chacune et voilà, c'est un peu notre combat maintenant parce qu'on commence à avancer là-dessus et en fait il y a quand même parfois des professionnels qui, alors c'est pas qui sont mal informés, mais on a longtemps cru que l'endométriose se diagnostiquait uniquement par l'IRM, mais en fait non, parce qu'il y a de l'endométriose superficielle, celle-là on la voit pas, et il y a de l'endométriose profonde, et l'endométriose profonde c'est quand elle a commencé à traverser des tissus, donc des organes, etc. Et celle-là, elle se voit à l'IRM. Voilà. Alors, je vous précise juste qu'effectivement notre première vulva-aventure avait pour thème SOS utérus en détresse et qu'on a fait vraiment un panorama des pathologies du cycle menstruel et donc on est en train de la monter le film de cette conférence, donc on vous la mettra à disposition. Et aussi pour vous dire qu'on travaille en partenariat avec le pôle endométriose de la clinique Tivoli. On a la chance à Bordeaux d'avoir un centre pilote sur cette maladie avec qui on est partenaire. Donc voilà, nous on a à cœur aussi de faire avancer ce sujet. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et on pourra vous renvoyer vers eux. On a quand même vraiment beaucoup de chance d'avoir de traiter ce sujet dans notre ville. Donc on est très proche de ce sujet. Je referme la parenthèse santé puisque aujourd'hui on est là pour parler des règles. Mais c'était hyper important effectivement de clarifier tout ça. Dans les astuces, je voulais qu'on fasse un petit panorama des protections, justement. Alors, on va pas dire protection hygiénique, mais périodique. Peut-être Myriam. Et après, peut-être que je donnerai la parole à Aline sur le flux instinctif libre. Donc, ce qui existe, c'est ça sur le marché ? Oui, voilà. Et peut-être de manière un peu plus étendue que ce qu'on nous présente majoritairement, c'est-à-dire les tampons et les serviettes hygiéniques. Est-ce qu'on peut... on a eu un très bel atelier tout à l'heure de l'association Zero Waste Bordeaux, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de reclarifier quelles sont les solutions à disposition. Alors, une des solutions moi, que je trouve intéressante, c'est la cup. Donc, on n'en a pas là devant nous, mais en tout cas, c'est un dispositif que la femme va insérer dans son vagin pour pouvoir recueillir le son des règles. L'intérêt de ce dispositif, je trouve que le fait de recueillir le son des règles, il faut savoir que le son des règles aujourd'hui, pas mal de scientifiques se penchent sur la composition de ce sang. Et ce qui ressort en fait, c'est que il est composé alors je sais pas comment dire, de cellules, etc., mais qui vont venir guérir certaines maladies. Donc j'ai envie de dire chouette, enfin on va peut-être valoriser enfin le son des règles, c'est peut-être un bon départ. On est dans le positif. C'est ça, le positif. Que cette cup, si vous la videz dans vos plantes, dans votre jardin, etc., ça apporte de l'engrais. Donc vous allez voir, vos plantes vont être magnifiques. Donc voilà, la cup, je trouve que c'est quand même un dispositif qui est intéressant aussi pour connaître son corps en tant que femme. C'est une bonne initiation pour aller explorer voilà, son vagin, comment la disposer. Donc ça demande quand même un apprentissage. Mais cet apprentissage, il peut être fait effectivement dans des ateliers voilà, avec les parents, les jeunes filles notamment. Qu'est-ce qu'il existe d'autre ? Donc toutes les protections qui vont être, j'ai envie de dire, écolo, dans le sens où voilà, il y a les slips, les culottes périodiques. J'en ai tellement dans la tête que du coup... J'ai envie juste de faire un petit clin d'œil. On a Bénédicte de la famille Zéro Déchet qui nous fait le plaisir d'être là et qui a écrit plusieurs livres sur le zéro déchet et qui aborde notamment le sujet des règles zéro déchet. Donc je vous invite à lire l'ensemble des recueils et qui dessine très bien en plus. C'est super ludique. Voilà. Du coup, je vais passer le relais à Violaine. Je ne sais pas si je serais... peut-être que Clara aurait plus d'infos, mais ouais, après il y a tout ce qui est lavable, donc elle a parlé des culottes, mais il y a aussi les serviettes réutilisables. Voilà, alors en sachant que maintenant il y en a quand même pas mal sur le marché, toutes ne se valent pas forcément, donc là je n'avancerai pas là-dessus parce que voilà, je ne sais pas qui est mieux que quoi, mais voilà. Je te laisse rajouter sur les éponges. Non, moi j'utilise des éponges menstruelles. Voilà, après, c'était juste à rajouter dans la liste qu'on trouve en magasin bio. Et parce que personnellement, j'ai une descente d'organes qui ne me permet pas d'utiliser la cup.
Et mon envie, en fait, étant très forte de ne pas jeter des tonnes de serviettes, voilà, j'ai opté pour les éponges qu'on ne sent absolument pas. Mais par contre, voilà, il faut être assez vigilant justement à l'hygiène des éponges, au rinçage et à peut-être les désinfecter avec du tea tree. Voilà, il y a des astuces. Après, c'est moins médical pour le coup, mais voilà. Je voulais juste ajouter, pardon, tu voulais ça va mince, je voulais ajouter quelque chose. Mince, j'ai un trou. Alors, on peut repasser la parole à Aline et puis garde le micro. Aline, tu nous parles du flux instinctif libre, le fil, le fli. Il y a plein de petits noms. Juste avant, j'aimerais rebondir, on parlait des astuces, on parlait du sexe pendant les règles. Les éponges, ça peut être une bonne solution pour ceux qui veulent avoir des rapports pendant ces moments-là, mais qui sont pas hyper à l'aise avec le son. Les éponges, et il me semble qu'il y a des cups maintenant adaptés, donc qui sont pas dans la longueur, mais du coup plus plates, pour justement pouvoir profiter de ces périodes-là de manière non salissante. Mais pas sale. Oui, juste préciser qu'effectivement il y a plusieurs formes de cup et que toutes les formes ne sont pas. Il y a des utérus rétroversés, antéversés, enfin voilà. Et ça, vous pouvez le demander à la personne qui vous ausculte. C'est qu'on ne nous l'apprend pas, mais demandez quelle est la forme de mon utérus et qu'est-ce qui s'y adapte. Et je pense que toi qui es sage-femme, je ne sais pas si tu l'annonces, si tu dis à tes patientes, alors vous êtes plutôt rétroversée. Non. Je ne dis pas en systématique, mais c'est vrai que pardon. J'ai dit en préparant la conférence, c'est comme si on allait boire un café ensemble, là ça y est. Quand je sculpte les patientes, en fait, alors bizarrement, c'est pas quelque chose que je pense que je vais annoncer comme ça, mais souvent les patientes me disent tout est normal. Alors je leur dis oui, parce qu'un utérus anté ou rétroversé, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, effectivement, quand on sent des choses à l'examen, je les informe. Parce que, notamment pendant les règles, ça peut aussi expliquer sur des utérus rétroversés des douleurs qui peuvent être un peu plus importantes, puisque du coup, l'axe fait que ça a tendance à contracter un petit peu plus. Donc oui, on n'est pas toutes faites pareil, et donc il y a plusieurs cups, chaque cup a son utérus. Chaque utérus a sa cup. Et j'ai découvert en fait dans la lecture de ce livre, Ceci est mon sang. Donc c'est un livre, pour moi c'est un peu une bible sur les règles. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre plein de choses. Et il y a une technique en fait d'apprentissage pour retenir en fait le son des règles, d'avoir une conscience. Ah c'est ça. Super, je vais en savoir plus. Tu fais une belle transition. Vous êtes merveilleuse. Alors cette merveilleuse technique, Aline, qui s'appelle le flux libre instinctif et qui a aussi le nom de continence menstruelle. Vous le trouverez peut-être aussi sur ce terme-là. L'idée, c'est qu'on apprenne, alors pas forcément à retenir justement, mais à devenir consciente de ce flux qui s'écoule et à devenir de plus en plus sensible à ça. Donc au début, c'est un apprentissage effectivement. Donc au début, on va être en mode hyper attentive et je vous conseille de faire ça chez vous tranquille et pas une journée au travail. Hein. Il peut y avoir un petit accident. Ouais, si vous en ressentez l'envie, parce que je sais qu'il y a des filles qui trouvent ça tout de suite très contraignant et comme tout, je pense qu'on est toutes d'accord, il n'y a aucune obligation, on n'est pas là toutes pour gérer notre flux tout le temps. Il y en a qui y arrivent très bien, quasiment 100%, il y en a qui arrivent très mal. Moi je suis partie de celles qui arrivent à peu près bien. Avec quand je suis chez moi, c'est très bien, puis quand je suis à l'extérieur, j'ai ma culotte de règles pour le au cas où. Mais donc l'idée c'est de devenir de plus en plus consciente de quand le flux s'écoule. Il faut savoir que le flux ne s'écoule pas en continu tout le temps. Il y a, on l'a dit tout à l'heure, l'utérus qui se contracte et qui va faire découler de sang. Donc on va d'une manière on va sentir de plus en plus tôt. Moi, quand je fais la symptothermie, j'apprends aux filles à sentir le ressenti qu'elles ont au niveau de la vulve, au niveau de la fertilité, mais du coup, c'est un peu la même idée, de commencer à se connecter à ce qui se passe au niveau de la vulve, et de plus en plus tôt. Donc, on va faire ce lien entre quand est-ce que ça coule, le temps que ça met à couler, et la sensation qu'on a. Et au fur et à mesure, on va prendre le réflexe d'aller vider son sang aux toilettes. Et il y a certaines femmes qui n'ont absolument plus besoin de protection parce qu'elles sont capables de sentir, de prévenir et de vider. Après, je sais qu'il y a deux théories, qu'il y a d'autres personnes qui parlent effectivement de retenir le flux. Moi, par expérience et de ce que j'en entends des femmes, on ne le retient pas vraiment. Enfin, c'est pas comme l'urine qu'on est capable de contracter et de vider quand on veut. Par contre, on va vraiment affiner nos ressentis pour être capable de dire là, je sais que ça va arriver, il faut que je prévoie d'aller aux toilettes. Donc voilà,
c'est pas idyllique non plus, je pense qu'il n'y a rien d'idyllique, mais en tout cas c'est une alternative qui peut convenir et qui, moi je pense, est une bonne manière aussi de se connecter à soi, de comprendre comment on fonctionne, d'être à l'écoute, parce que du coup quand on est en train de faire ça, on peut pas être en train de courir partout. Et du coup ça va un peu ensemble, c'est-à-dire que ce moment où on est censé être posé, s'écouter, se reposer, et bien on est là aussi à écouter ce flux qui s'écoule et d'accepter. Et je sais, j'ai déjà entendu, et moi la première, au début j'étais pas à l'aise avec le sang qui coule. Parce que quand on est passé au tampon, au cup, en fait on a plus ce réflexe de sang qui coule à l'extérieur. Et se réapproprier ça, en fait, de dire bah oui c'est normal que ça coule. On en revient toujours à cette idée, c'est naturel, et c'est... Bon, voilà. Je sais pas si c'est clair du coup. C'est très clair et merci beaucoup. Et du coup, je voulais juste, peut-être pour le public qui est là aujourd'hui, c'est juste vous faire part d'une petite, de ce schéma que je suppose vous avez tous connu à l'école ou peu importe, celui-ci qui est au niveau de mon doigt. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. C'est la planche anatomique qu'on présente à tous les élèves, etc. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on est fait dans notre corps, et ce qui explique que le flux il n'est pas constant, c'est pas comme un robinet qu'on ouvre, comme une bouteille d'eau qu'on renverse, et le flux va sortir comme ça, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment, juste pour montrer peut-être l'utérus et le vagin, peut-être pas on a amené juste les objets de notre puzzle, de notre création, mais pour que vous compreniez en fait comment l'utérus est mis dans le... Enfin, comment c'est fait à l'intérieur de notre corps, de façon à comprendre que cet utérus, quand il se contracte, il va y avoir un espèce de coude et le sang va s'écouler. Alors je sais pas si vous savez la taille normale d'un utérus. Une grosse fille. En temps normal, en dehors d'une grossesse. Et alors je sais pas si par transparence vous allez voir un petit peu. Il y a à l'intérieur c'est un peu plus rosé, rouge. Je sais pas si vous le voyez, mais de loin ça se voit peut-être moins, mais c'est juste pour vous dire que en fait c'est une ligne en fait, c'est comme si vous aviez une feuille qui était recourbée sur elle-même, et ça c'est l'intérieur de notre utérus en fait. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est juste pour expliquer après le coude. Oui, et donc attends. Si tu veux, comme ça t'explique. Travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Donc vous avez ici le vagin en fait avec les cul-de-sac vaginaux et le col de l'utérus qui était du coup là, hop, qui vient se... Il y a quand même... ça c'est un utérus antéversé, donc du coup où il y a quand même un coude, c'est pas tout droit là comme on peut le voir sur les schémas, et c'est pas un trou béant. C'est une paroi, ce sont des parois qui sont accolées et donc un muscle qui, si on le dessine de l'intérieur, effectivement, on voit comme des petits replis, etc. Et c'est assez génial, je trouve. Enfin, le corps humain est passionnant puisque du coup, ces petits replis permettent justement de détendre. Donc, on peut le voir notamment pendant les rapports sexuels. Hein. Le garçon, quand il a une érection, le pénis s'allonge et grossit. Chez les filles, c'est pareil. Donc, je trouve ça passionnant. Merci de l'avoir rendu visible. Aline. Et du coup, juste en pratique, je pense que ça nous est tout arrivé d'aller aux toilettes et que le sang s'écoule directement. Et je pense que déjà, sans aller dans l'apprentissage de la technique, juste de se poser, de se dire ah oui, effectivement, quand j'ai mes règles, il y a des moments, ça s'écoulait tout simplement en allant aux toilettes. Et en général, on le fait plus ou moins instinctivement déjà un petit peu. Ou quand on éternue. Et donc là, la transition se fait sur le périnée. Exactement. Une vulve entière sur le périnée. Mais moi, je trouve ça super, en fait, toutes ces techniques où on se réapproprie notre corps, en fait, parce que le périnée, c'est magnifique. Alors, en tant que sage-femme, je trouve ça super de pouvoir le dire, mais en fait, le périnée, on en entend parler après un accouchement. Vous allez faire la rééducation du périnée. Mais est-ce que vous avez déjà éduqué votre périnée et ressenti des choses? Parce qu'en fait, c'est comme un hamac qu'on a vraiment au niveau du bassin et qui est traversé par des organes, qui est innervé de manière importante.
Et toutes ces sensations que Aline présentait, en fait, le périnée, il est connecté là-haut. Hein. Donc, si on est sensible à ça, il y a plein de choses qu'on va réussir à affiner au niveau des ressentis. Et je crois que c'est bien d'en avoir conscience avant un accouchement et après un accouchement. Merci, je pense qu'on y voit bien plus clair sur l'anatomie. Est-ce que vous avez des questions sur l'anatomie, sur tout ce qu'on vient d'expliquer? Est-ce que vous avez besoin de clarification? On a toujours nos 2 micros qui peuvent se promener dans la salle. Petite question? Non? Oh, vous avez été super clair, bravo. Bravo, bravo. Eh bien, maintenant que vous avez tout compris sur le fonctionnement des règles et comment mieux les vivre, on va voir un peu comment on peut encore mieux les vivre, comment ça se passe ailleurs avec toi, Mélanie. Je voudrais que tu nous donnes un peu des exemples et notamment comment on pourrait célébrer ces moments. Alors déjà par rapport à mon film, en fait, la thématique c'est la célébration et la signification d'un changement de statut. Donc il est plus de l'ordre symbolique et culturel et sociétal que physiologique. Donc je vais partir à la rencontre de, on va dire au minimum 3 cultures étrangères et 3 cultures occidentales, dont les Indiens Navajo. Alors on n'a plus le droit normalement de dire les Indiens, donc je vais dire les autochtones Navajo d'Arizona, qui en fait prépare une célébration en famille avec tout le clan qui dure 4 jours, pendant laquelle la femme est honorée, la jeune fille est honorée, et ça s'appelle le Kinalda. Alors bon, j'ai pas la prononciation du langage Navajo, même si j'utilise l'application pour l'apprendre en ce moment, mais en tout cas cette fête elle est préparée en amont. Et c'est surtout ce qui est important en fait, c'est que c'est inhérent à leur culture, ce type de tradition, puisque les autochtones d'Amérique du Nord sont des peuples en fait pour qui la compréhension cyclique de la vie fait clairement partie de leur univers. Il n'y a pas d'autre possibilité que le fonctionnement cyclique, que ce soit d'un point de vue des directions, d'un point de vue des cellules, le soleil, voilà, tout est rapporté au cercle, à la planète. Et donc cette fête forcément se passe en cercle. Et la jeune fille qui vient d'avoir ses premières menstruations se retrouve au centre des attentions. Nous, ça serait le jour de l'anniversaire, mais eux, ce sont des fêtes axées sur les changements de statut et le passage. Et le papa de la jeune fille dépose du pollen sur le visage de la jeune fille pour signifier de son entrée dans le statut de femme fertile. Les jeunes femmes qui n'ont pas eu leurs règles n'ont pas le droit d'effectuer certaines tâches auparavant en fait dans leur communauté, comme faire du tissage de tapis, de la cuisine. Ça, ce sont des activités qui sont réservées aux jeunes filles qui ont été menstruées. Et ça rassemble toute la communauté et toute la famille. Et c'est un événement en fait festif durant lequel ils montent un tipi et des grands feux. Malgré le fait qu'il maintenant on peut dire qu'il y a une contemporanéité autochtone, ils arrivent en fait à conserver leur culture, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que la culture, malgré toute l'évolution en fait de la planète et de la consommation qui fait aussi partie de leur vie, reste en fait au centre de leur vie, et surtout comme espace de transmission. Et surtout aussi comme façon de revendiquer leurs droits ancestraux sur la scène internationale. Donc ils sont plutôt ouverts à partager ces rituels, à expliquer leur conception de leur cosmologie, on va dire, et ça permet vraiment de rassembler. Ça me fait penser au livre de Sabah Rahmani, qui a écrit Plaidoyer pour les peuples racines, et qui parle justement, qui témoigne en fait de plusieurs peuples racines et de leur conception par rapport à l'univers. Voilà. Ensuite, l'idée, ça serait d'aller rencontrer aussi
des jeunes femmes au Rwanda, puisque la conception de la sexualité au Rwanda est complètement différente de la nôtre. Il y a une pratique au Rwanda qui est encore réalisée, mais qui commence à être un petit peu controversée, qui s'appelle le kuguna. C'est une pratique en fait que les jeunes filles font à partir de 6 ans, 6-8 ans sur des nattes en bambou en groupe, qui consiste en fait à étirer leurs petites lèvres pour avoir le plus de plaisir possible quand elles seront adultes et quand elles auront leur premier partenaire sexuel. Alors c'est une pratique, elle est controversée actuellement, mais elle n'est pas de l'ordre de la considérée comme de l'ordre de la maltraitance. C'est juste qu'elle est remise en cause par rapport en fait aux jeunes femmes plus modernes en fait qui sont venues soulever ça. Mais l'importance en fait du plaisir sexuel est de premier ordre au Rwanda. Et une femme qui ne sait pas avoir un orgasme seule, par exemple, ne pourra pas avoir un bon mariage. Et une femme doit déjà avoir un apprentissage sexuel depuis la plus jeune, depuis son enfance jusqu'à l'adolescence. Donc c'est une autre forme de rituel de passage, mais ce qui est intéressant, c'est que quand la jeune fille est menstruée, elle est intégrée en fait aux discussions avec sa grand-mère et sa mère qui lui parlent de comment il faut faire et comment que l'homme doit se retenir. Enfin voilà, c'est des discussions qui sont en plus dans la joie, la bonne humeur, la rigolade, et c'est une partie qui sera on va dire beaucoup plus terre à terre dans mon documentaire, mais qui me passionne tout autant, qui d'une autre façon en fait est aussi symbolique, puisqu'il y a quand même cet espace de transmission, même si nous dans notre culture on n'est pas forcément capable d'entendre ce type en fait de pratique. Voilà. Et après il y a aussi au Mexique il y a la pratique donc, du rebozo, donc je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent, qui en fait est un resserrage de différents, alors à la base du bassin, mais de différents points du corps à 2 femmes avec une écharpe de tissage, et cette écharpe vient marquer les différents passages de la vie d'une femme, et ça va jusqu'à la ménopause. Donc ça c'est assez intéressant aussi dans le sens où le Mexique, alors c'est des pratiques mexicaines, mais on m'a quand même pas mal donné de contacts et je suis en train de creuser un peu le sujet sur d'autres cultures, notamment par les ceintures de lune. Ce sont des choses qu'on fait, sa première ceinture de lune pour soigner et tenir en fait. Enfin, il y a la symbolique, il y a tout un. C'est pas seulement physiologique. Voilà, le rebozo peut être pratiqué dès les premières règles. Moi j'ai pratiqué un rebozo ici à Langon, mais d'un point de vue de passage psychologique, on va dire, ce qui a donné naissance à mon film d'ailleurs. Voilà, donc en fait l'idée c'est quand même la notion de passage et de changement de statut. De rendre important ce passage, mais bien sûr avec le souhait de son enfant, de sa nièce ou de sa sœur, voilà, de respecter. Voilà, j'ai une copine, sa fille a voulu aller faire de l'acrobranche, alors que pourtant sa mère fait des tentes rouges, mais pour elle c'était pas comme ça qu'elle concevait ce passage, et elle voulait symboliser par quelque chose de festif. Voilà, donc je vais essayer de partir à la rencontre de toutes ces populations que j'ai citées, de toutes ces cultures. Et aussi, il y a le druidisme qui m'intéresse, le druidisme ancestral avant le christianisme, qui honorait le sang des femmes. Les hommes faisaient des cataplasmes d'argile avec le sang menstruel il y a 3500 ans avant Jésus-Christ. Et reconnaissait pleinement la puissance cyclique de la femme, ni sous une forme de matriarcat ou de domination, mais vraiment dans un sens de reconnaissance de la puissance créative. Voilà. Ça me donne juste envie de visualiser le teaser de ton film, et pour qu'on se plonge déjà un petit peu dans l'ambiance, si du côté de la technique on peut envoyer le teaser, ce serait super.
profond sentiment que devenir une femme mériterait d'être célébrée. Quand l'enfance s'échappe et laisse place à la féminité. Autour de moi, je vois un retour à des pratiques rituelles. Et à travers ma fille, je me suis interrogée. D'où proviennent-elles ? Druides, chamans, amérindiens, aborigènes ? Partout dans le monde, des cultures célèbrent les règles et rendent le passage à la féminité merveilleux. Des grands-mères touaregs transmettent à leurs petites filles des savoirs ancestraux. Des pères apaches saupoudrent du pollen sur le visage de leurs filles. Pouvons-nous nous inspirer de ces traditions ? Sommes-nous capables de prendre le temps nécessaire pour marquer ce passage ? Où la femme est célébrée, où une jeune fille devient souveraine de sa communauté. Avec votre soutien, ces recherches ethnographiques vivront à l'écran pour ramener à nous des instants sacrés d'autres cultures. Voilà, ça donne envie, hein. C'est vrai qu'à la fois la musique, les images, ça me transporte. Je me demandais comment tu as identifié justement ces peuples avec ces rituels, comment tu mènes ce travail-là, et aussi comment c'est accueilli ton projet de film justement, parce que voilà, comment ils accueillent cette volonté de filmer, peut-être qu'ils ont envie de garder ça comme quelque chose de discret, ou au contraire, est-ce qu'ils sont contents de le partager? Voilà, j'avais envie que tu nous partages cela. Alors attends, c'était quoi la première question? La première question, c'était comment tu identifies ces peuples qui ont ces... En fait, l'année dernière, j'ai repris mes études à 35 ans, puisque je ne suis absolument pas diplômée, j'ai un bac. J'ai repris mes études spécialisées c'était un certificat d'études autochtones, donc vraiment ultra spécialisé dans les peuples racines. Sauf qu'avec la crise, l'université dans laquelle je suis m'a fermé un peu les portes, voilà, parce que les études ont quadruplé de prix, donc j'ai dû me rabattre sur une autre formation. Donc je suis repartie à Toulouse pour faire justement de l'anthropologie et vraiment justement ouvrir au maximum mon esprit sur déjà mes propres a priori. Voilà, on a tout un tas d'a priori, rien que par rapport à l'excision. J'ai lu une étude sur l'excision, voilà, qui dans notre culture est considérée comme atroce, mais quand tu te places dans un autre point de vue, ça permet vraiment d'ouvrir et d'essayer de ne pas être dogmatique. C'est ce que je voudrais ne pas faire, être le maximum dans l'ouverture. Donc je lis des thèses, des doctorats, j'approfondis énormément, je rentre en contact avec des personnes. Voilà, j'ai la chance d'être accompagnée quand même par d'être conseillée par exemple Pierre de Vallombreuse qui m'a quand même donné quelques astuces sur certains peuples, qui a écrit et photographié en fait pour un livre qu'il a appelé Souveraine, là où les femmes en fait, il a vécu dans 42 peuples autochtones, donc c'était une bonne ressource pour moi. Et aussi Xavier Perron qui est anthropologue et qui travaille avec les Maasai. Je suis aussi accompagnée par Eugénie Dumont qui est une réalisatrice qui a réalisé un film qui s'appelle Heritage Fight, qui a transféré des emails pour moi chez les aborigènes. Voilà, là pour l'instant je suis en phase de repérage
J'ai quelques contacts pour l'Arizona et la Réunion. J'attends encore des réponses pour le Rwanda. Voilà, là je suis en phase active de recherche, surtout pour l'étranger et aussi en attente. Le Mexique c'est ok, voilà. Mais je pense pas aller partout, mais je pense prendre mon temps et surtout ne pas arriver les deux pieds dans le plat et sortir ma caméra. Donc l'idée ça serait d'être vraiment inclus dans les cultures où je vais aller. J'ai vraiment d'abord envie de prendre les marques et de prendre le temps et de le faire avec le maximum d'ouverture possible et accepter aussi le fait que ça ne puisse pas être possible. Voilà. Est-ce que déjà, dans les réactions, quand tu les contactes, est-ce qu'il y a plutôt de l'enthousiasme ou comment c'est recueilli ? De la curiosité, de la peur et parfois de l'ouverture dans le sens où montrer leur image permet de revendiquer leurs droits. Donc j'ai tout. Et après, je pense que je vais me laisser porter intuitivement par le voyage. Oui. Eh bien, vous n'avez plus qu'à contribuer et à soutenir et suivre ce projet. Nous, en tout cas, on le fera et peut-être qu'au festival, on le projettera. Hein, c'est un objectif qu'on se donne. Il faut me laisser un peu de temps quand même. Ou au festival numéro 2. Voilà. Non, effectivement, c'est un projet qu'on suivra et on vous en donnera des nouvelles, ça c'est sûr. Le temps commence à déjà toucher à sa fin, mais je vous ai promis une surprise. Est-ce que Daitoa est quelque part dans la salle ? Ah, je vois une main qui se lève et un micro qui s'approche. Est-ce que tu veux que j'annonce ce que tu vas faire ? Si tu veux. Alors, Daitoa a suivi l'ensemble de cette conférence et va nous proposer un compte-rendu slamé. À toi de jouer. Qui n'est absolument pas fini. Donc, le début sera de l'écriture et la fin sera de l'improvisation totale. Sinon, c'est pas drôle. Je sais à peu près où je veux aller. Tu peux peut-être monter sur scène pour qu'on te voit. Viens donc nous rejoindre. Ah ouais. Joli. On peut déjà l'applaudir. Désolé, on peut faire cette game, on va pas voir si elle est tombée malade. Ce genre de malade que vous n'avez pas envie d'avoir en ce moment, j'ai l'impression. Les règles, c'est ça. Mais pas plus que Schwarzenegger au milieu d'une montagne de cadavres. Pas plus que le cerveau d'Hanouna. Pas plus qu'une cuisine dans un McDonald's et pas plus que de l'ananas sur les pizzas. Les règles, c'est la guerre. Et ça depuis plus de 100 ans. C'est les méchants qui causent des fresques. Mais penser que c'est dégradant, c'est un peu penser comme un nazi sur les plages de Normandie quand les Anglais débarquent. Mais soyons fleurs bleues. Vu qu'on évite le rouge à l'écran, c'est pas très beau. C'est la mort, les chrysanthèmes, les coquelicots. Pour ne pas se parler, on use de langage imagé, voire ancien comme des runes. Quand on ne veut pas voir la vérité en face, on regarde en l'air pour voir les lunes. Et quand on veut parler de suite, on répond « Gna 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 gna, laisse-moi avec tes reines, gna 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 ». Quand c'est la saison des fraises, personne ne joue de ketchup. Et c'est débile qui trop vite le terrain quand Arsenal joue à domicile. Et c'est pas la peine de nier. Notre vision des règles, c'est le cirque avec un clown qui saigne du nez. C'est ce mouvement naturel que trop on trouve bof. Et parfois, c'est comme la première fugue, hein. Alors, on se prend une baffe. Les règles, c'est dégueulasse. Si t'en as, il faut que tu te casses. C'est impur, un impair qu'on tempère du coup de tambour qu'on opère au pire. C'est une bonne raison pour chasser la femme de la secte. Quoique des fois c'est pratique, ça fait fuir les insectes. Les règles, c'est un produit de luxe, mais de luxe discret que l'on déguise. C'est fou de voir quand on veut cacher les idées s'aiguisent. Quand ça donne pas faim, faut que ça soit fin, et c'est mieux quand ça prend fin. C'est un produit cher. Pas grave si c'est pour les cacher, tu dois choir. En fait, on est toujours au Moyen-Âge. La nature nous inflige des blessures, ouais. Et si t'es pas noble, bah tu peux pas te payer d'armure. Mais les règles, c'est un flux. Donc c'est un flot autour duquel on maintient le flou. Alors soyons corsaires, pirates, indiens, navarros ou touaregs du Mali. Le passage périodique, c'est un événement, une fête, une passe qui réunit. Un moment, un nouvel état où les lames bougent avec les sœurs de nos aïeux communistes, des tantôt rouges. Pardon. Merci. J'en ai fait des bêtises aussi. Les règles,
C'est le repos, instant repu, instinct repé, où l'esprit se repaît et grâce à ça on repart. Les règles, c'est des vagues, immenses d'imaginaire, on est loin de la magie noire, des vagues créatrices, celles qui transforment et transforment à la matrice, alors pourquoi pas surfer dessus? Les règles, ça s'apprend, surtout ça se comprend, dans leur image comme dans leur dessous. J'ai pas fini, je voulais absolument caler les mots un petit peu de tous les projets qu'il y avait et tout. C'était censé être le final, mais j'ai pas eu le temps. Il faut que tu fasses un tube. Je pense que t'as du public là, c'est bon. Merci beaucoup Daikoa de Street Deaf Records. C'est super chouette tout ce qu'ils font. Ils sont tout un collectif. Je vous invite vraiment à suivre leur travail et bravo parce que c'est un exercice pas évident. Là, comme ça en impro en quelques minutes. Bravo, bravo, bravo. Je pense qu'on peut le refaire. Alors j'ai posé beaucoup de questions, peut-être que vous aussi vous en avez. On a toujours des micros qui se promènent dans la salle grâce à Jessica et Axel. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main. Vous êtes timide. Ah, merci Julia d'ouvrir le bal. Il faut toujours quelqu'un pour se lancer. Moi c'est une question par rapport à... j'ai oublié les noms, mais... qui font des interventions dans les collèges, lycées, savoir si vous parlez justement des protections périodiques durables, enfin écologiques. Alors, non. On va changer. On va changer ça, effectivement. Pourquoi, en fait, là tout de suite, ce qui me vient, pourquoi on n'en a pas parlé, c'est parce que c'est pas forcément le sujet. Quand on aborde les règles, les jeunes ont tellement de questions sur qu'est-ce qui se passe dans leur corps, ce tabou, cette gêne, etc., que du coup on n'en arrive même pas à parler des protections. Mais en tout cas, effectivement, comme dit Violaine, je crois qu'on va changer ça, effectivement. Et en fait, une autre question. Non, moi c'était juste pour ajouter que justement les ateliers pour les scolaires de règles alimentaires, on parle beaucoup de cette partie-là. On fait même un comparatif au niveau des prix, comment on s'en sert, etc. Et c'est vraiment pour venir compléter l'apport de l'enseignement qui est déjà fourni. Donc voilà. Justement, ma prochaine question c'était un corollaire à ça. Je me disais, parce que vous avez parlé des faibles budgets de l'infirmière, de l'agence régionale de santé. Et je me dis, peut-être qu'avec le même budget, en achetant des cups par exemple, ou des serviettes lavables, on pourrait répondre aux mêmes besoins avec le moins de produits. Alors effectivement, ça pourrait, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'éducation nationale, on est confronté aussi à la place des parents, et que du coup, c'est compliqué que de venir se substituer au rôle parental. Donc j'ai envie de dire, ça c'est quelque chose qui peut se travailler avec les parents, proposer peut-être des ateliers pour aborder ces questions-là, mais c'est vrai que je pense que l'infirmière scolaire, à son niveau, elle est assez limitée, surchargée par plein d'autres choses, plein de problématiques notamment sociales, et du coup je pense que c'est compliqué pour elle. Mais c'est une vraie question. Oui, et je voulais rajouter, dans le monde idéal, on pourrait imaginer qu'il y ait des serviettes, des protections périodiques jetables et non jetables, parce que je remets encore l'individu au centre, et parfois pour des jeunes filles c'est compliqué d'imaginer qu'elles vont réutiliser les mêmes choses, même si on leur explique que voilà, ce sera lavé, etc. Mais c'est évolué. Oui, voilà, de toute façon on est en plus sur une période où elles sont en plein processus de maturation, donc il y a des choses qui vont être à se tenter importantes pour elles et d'autres moins, donc peut-être l'écologie, mais c'est pas grave, le tout c'est de proposer qu'il y ait différentes choses qui existent, et peut-être qu'à un temps T numéro 2, elles se diront ça y est, je suis prête, et voilà. Mais du coup, c'est bien qu'on puisse en parler. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, par ici. Alors merci à toutes, c'était vraiment passionnant, un grand merci. Je n'ai pas entendu le mot hymen.
dans cette table ronde. Et comme madame parlait de protection, du coup, c'est vrai qu'on a souvent cette question tampon, cup et virginité. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, s'il vous plaît? Je vais reprendre le micro, mais je vais bien passer par la suite. La virginité, j'ai envie de dire, c'est encore une fois une définition qui est propre à chacun. Qu'est-ce que ça signifie pour soi? Effectivement, peut-être qu'une jeune fille, en utilisant un tampon, va se dire est-ce que je suis toujours vierge? C'est des questions qui arrivent dans les interventions, et on travaille en fait sur ces représentations. Qu'est-ce que c'est la virginité d'un point de vue de la religion, et elle, qu'est-ce qu'elle pense être pour elle la virginité? Est-ce que avoir connu certaines caresses avec des partenaires, on perd sa virginité? Voilà, c'est toutes ces questions en fait qui viennent bousculer les représentations. Donc l'hymen, on en parle pratiquement, j'ai envie de dire, à chaque fois. Ouais, c'est des questions qui viennent parce qu'il y a cette crainte de perte de virginité. Mais c'est pas un signe de perte de virginité que l'hymen... Voilà, il n'y a pas de rapport entre l'hymen et la perte de virginité. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. La sexualité aussi. Et pour rejoindre la question sur l'hymen, c'est vrai qu'on aborde avec les groupes le fait que, en tout cas moi c'est quelque chose qui est important pour moi, parce qu'effectivement les règles, ça dépend d'où on vient et de la religion, de la croyance dans laquelle on a été construite. Et aujourd'hui, cette problématique de l'hymen et de la virginité, il y a quand même des femmes qui en meurent, donc ça on l'aborde quand même dans les actions collectives, en disant qu'il y a des femmes qui n'ont pas ou très peu d'hymen, et donc c'est pas un rituel de devoir saigner au premier rapport sexuel. Donc voilà, on montre même à quoi peuvent ressembler des hymens ou pas, en trou de pomme, et du coup là pareil, on déconstruit en fait ce qu'ils ont pu essayer de cheminer, en tout cas avec ce qu'ils ont entendu ailleurs, notamment sur internet ou les parents aussi, etc. Mais oui, l'hymen, on en parle. Merci pour ces éclairages. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, au premier rang s'il vous plaît. Merci. Je me demande toujours en parallèle, et les hommes, est-ce que, par exemple, il y a des rituels de passage quand il mue, ou est-ce qu'à l'école vous parlez aussi de l'éjaculation la première fois, tout ça? J'ai envie de savoir, et l'autre côté. Et, Merci pour cette question. J'ai la même question. On ritualise, moi j'ai envie de dire, il faudrait trouver un rituel dans notre culture, au niveau des jeunes filles, quand on passe de l'enfance au statut de femme. Les garçons, on n'en parle pas. Les premières éjaculations, ça reste très discret. C'est un sujet qui est aussi extrêmement tabou et qui mériterait effectivement qu'on s'y intéresse de plus près, parce que les garçons sont mal à l'aise avec ces premières éjaculations. Enfin, pas tous, je mesure mes propos. Mais c'est un passage aussi pour eux de l'enfance à l'âge d'être un homme, d'être fertile également. Et ces flux pour lui aussi qui arrivent et qui s'extériorisent, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on en parle dans les interventions scolaires, on aborde les premières éjaculations. Le parallèle, il n'est pas forcément fait entre l'arrivée des règles et le sperme. On parle de la fertilité, mais on ne fait pas le parallèle sur pourquoi ça peut être gênant aussi pour un garçon que de vivre ces premières éjaculations. C'est pas forcément parlé. Et en tout cas, ça met très mal à l'aise des jeunes. Donc, Même au niveau des cultures des peuples racines, en fait, il y a des rites de passage, mais qui sont plutôt associés à des représentations de force physique, donc comme par exemple être capable d'attraper et tuer un jeune alligator et des choses comme ça. Il n'y a que... Alors, je vais paraître un peu fan des Touaregs du Mali, mais après avoir un peu ratissé, parce qu'en fait, comme c'est souvent des thèses qui sont
sur l'initiation sexuelle, donc ça englobe aussi les garçons. Mais par exemple, chez les Touaregs du Mali, il y a un apprentissage en fait émotionnel et une mise en quarantaine des hommes et des jeunes hommes qui n'arrivent pas à gérer cette arrivée d'hormones et ces pulsions sexuelles hyper fortes. Donc en fait, ils vont être en fait accompagnés dans des retraites spirituelles avec les pères, les oncles, etc. pour leur expliquer comment gérer en fait cette énergie sexuelle pour être le plus en respect possible avec la femme. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a que, dans ce que j'ai lu, il n'y a que qui parlent ouvertement de la pulsion sexuelle, peut-être pas de la première éjaculation, j'en suis pas certaine, mais en tout cas de cette gestion déjà émotionnelle là, quoi. Moi, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Myriam. Effectivement, il y a une méconnaissance chez les jeunes. Les filles ne connaissent pas ce qui se passe chez les garçons. Alors, les garçons, eux, ils voient à peu près ce qui se passe chez les filles, mais ils ont une représentation. Et en fait, les filles, elles ont très souvent peur du regard des garçons. Parce que souvent, elles sont moquées, voilà, parce que les garçons se moquent des règles, mais en fait, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le sens. Je reviens toujours à la même chose, mais c'est vrai qu'informer et les uns et les autres de ce qui se passe chez les uns et chez les autres, voilà, c'est quand même la clé aussi pour une bienveillance entre eux. Mais du coup, ça complète ce que tu viens de dire, mais c'est ce qu'on répète depuis le début, mettre du sens. Nous, on part toujours avec les troisièmes, qu'est-ce que c'est la puberté ? Travailler autour de ce mot-là, parce qu'en fait, c'est un truc qu'ils entendent depuis un petit moment. Mais qu'est-ce que c'est la puberté ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'un et de l'autre ? Et du coup, c'est intéressant parce que quand on leur demande qu'est-ce qui se passe au moment de la puberté, alors on va avoir les poils, on va avoir les sautes d'humeur, mais en fait, le truc central, il arrive à la fin. Et donc, du coup, nous, le but de ces interventions, c'est de comprendre qu'effectivement, il y a des effets collatéraux à ce changement, mais il y a quelque chose de central, c'est on vient marquer par la puberté un passage. Donc on parle des rites, des passages. Le passage de l'enfant à, en tout cas, un jeune adulte qui est en capacité de se reproduire. Ça vient quand même de là. Et donc c'est comment on gère tout ça, parce que on est jeune et on n'est peut-être pas dans ce cheminement-là, mais ce qui se passe, c'est ça quand même. Ouais. Et c'est vrai que ritualiser ces passages, ce serait vraiment l'idéal, quoi. Dans un monde idéal, même chez nous, dans notre culture, ce serait vraiment idéal. On va se retrouver pour un événement autour de la masculinité, c'est sûr. Il faut. Je voulais juste ajouter, et ça va, le fait de pouvoir apporter cette connaissance sur des groupes mixtes, ça va aussi permettre, c'est ce que tu disais au niveau des relations entre nous, de faciliter les choses, puisqu'on voit bien qu'une jeune fille va souvent se tourner vers une femme pour aborder ce qui se passe dans son corps, et vice-versa, le garçon va se tourner peut-être un peu plus facilement vers le rôle masculin, mais j'ai envie de dire, ce serait bien de pouvoir avoir des références, c'est-à-dire un enfant, quand il a besoin de savoir, qu'il puisse avoir des réponses autant vers le masculin que le féminin, parce qu'aujourd'hui, il y a des couples homosexuels qui ont des enfants, et c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'est pas en capacité de répondre à une jeune fille qui aurait ses règles. Moi, j'ai envie de valoriser aussi la place des hommes. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Merci. Merci pour vos questions. Merci Mélanie Mello pour nous avoir présenté ton film Première Lune qui est en cours de réalisation. Je vous rappelle que le crowdfunding est en cours et qu'on peut contribuer à la création de ce magnifique projet. Merci à Amélie Laurent d'être venue de Toulouse pour nous parler de Kiffe ton cycle et aussi de ton engagement à l'éducation à la sexualité et à la vie affective. Merci beaucoup. Merci Aline Ménix, merci d'être là dans toutes nos aventures et de faire toutes ces belles clarifications et de permettre de reprendre le pouvoir de notre corps. Merci Violaine Ball, merci beaucoup d'avoir été là, accompagnée de ton acolyte Myriam Cazalet. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir apporté autant de clarifications et merci Clara d'avoir organisé cette magnifique collecte réglementaire. J'espère qu'on aura récolté pas mal de choses. Je sais que l'association a contribué aussi à remplir un petit peu la boîte, donc voilà, on sera fiers de reverser cela à l'association. Tu nous donneras le nom de l'association,
qu'on partagera sur nos réseaux. Je voulais aussi... déjà, on peut applaudir nos invités parce qu'elles étaient merveilleuses. Je voudrais accueillir sur scène Lucie. Est-ce que tu laisserais tes petits feutres, ton aquarelle, tes crayons et j'aimerais beaucoup qu'on applaudisse Lucie qui a juste merveilleusement dessiné pendant toute cette conférence. Viens donc avec nous. Daïtoa aussi, viens nous rejoindre. Bravo pour ce que tu as fait et ça, je suis encore épatée par ce que tu nous as présenté à l'issue de cette conférence. On peut les applaudir, nos artistes. C'est aussi ça les Vulves Aventures, c'est parler de ces sujets, casser les tabous et puis le mettre en mouvement artistique. Et puis allez, la clique là, tous les beaux t-shirts blancs, vous venez? Je pense qu'on peut les applaudir, toute l'équipe bénévole de Nouveau Cycle qui a rendu cette journée possible. Allez, tout le monde sur scène. Et un gros clin d'œil à Gaëtan qui a réalisé cette magnifique vulve qu'on peut aussi applaudir. Merci au Rocher de Palmer pour son accueil, à toute l'équipe. Merci à la technique, merci à Shirley d'avoir répondu à mes milliards de questions. Merci, on peut les applaudir. Et merci à nos partenaires, notamment le Wanted Café qui a reversé une partie de ses bénéfices du mois de septembre à notre association et qui a même doublé la mise. Donc on les remercie parce que c'est grâce aux gens qui nous font confiance qu'on a pu faire ce bel événement. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et merci à vous d'avoir été là, d'avoir bravé les masques et les gels hydroalcooliques et d'avoir suivi cette rencontre. On espère vous revoir à toutes les prochaines et on vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Ah oui, et merci Estelle, Estelle qui a été assistée d'Isabelle pour la captation de cette soirée et pour le petit film qui va en sortir. Et Valentine aussi. Et donc vous avez à disposition sur la table qui est sur la gauche, enfin à votre droite, du coup, de la documentation sur Kiffe ton cycle et sur le film. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. On vous souhaite une très bonne soirée et merci beaucoup encore. Vous êtes tous là? Là. Tu nous prends en photo? C'est une vidéo là. Ah. Il est où l'appareil photo? Quelqu'un a un téléphone à Benjamin? Ouais. Le mien? Attends, bouge pas. Je vais chercher l'autre. Ouais.